Bonsoir à tous. Bienvenue à ce troisième jeudi du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts à écouter sur histamine et les troubles de l'attention, mais surtout les troubles neuropsychiques. C'est un plaisir pour moi de toujours vous retrouver le troisième jeudi. J'espère vraiment que nous aurons vraiment des milliers de troisième jeudi, je l'espère, et que nous aurons toujours des sujets, des invités de classe, de qualité. Ouais. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai une personne avec moi que vous connaissez déjà sur les réseaux. C'est le docteur Amin Gasmi. Je vais l'inviter et vraiment, j'espère qu'ensemble, nous allons passer une belle soirée, je suis sûre. Et je vous invite, le docteur Amin Gasmi. Bonjour Amin, tu sais que histamine, Amin, j'adore, tu sais. Bonsoir Lucie, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. On est de la même famille. C'est les Amines Biogènes. Tu vois. Les amis biogènes, voilà. Voilà. En tout cas, pour vraiment me rire aussi et démarrer, c'est chaque fois que je suis en conférence et que je parlais d'histamine, je me rendais compte que je prononçais tout le temps amine. Ça, c'est. Oui, Qu'est-ce que ça te fait évidemment. quand on dit tout le temps histamine et tu es là, tu dis, on m'appelle quelque part peut-être. Comment Oui, tu fais? histamine, les amines, il y a plein. Je me suis amusé une fois à compter le nombre de molécules qui contiennent le mot amine dans leur nom. Oui. Tu vois, soit qui finissent par amine, et je suis tombé, je crois, je me suis arrêté en tout cas vers 38 molécules ou quelque chose comme ça. Ok, tu es fait pour la Donc, science alors. Tu es fait pour être scientifique, je pense. voilà, Là. apparemment. En tout cas, je vais me représenter. Donc voilà, pour les personnes qui sont nouvelles. Voilà, donc je suis Lucie Wechoko, je suis médecin et ma particularité surtout, c'est depuis ma petite enfance, je suis polyallergique. Je ne connaissais pas l'histamine en tant qu'intolérance, mais j'ai découvert au fur et à mesure de l'évolution, vers 2018, que en fait j'avais une intolérance à l'histamine associée à mon allergie, puisque je l'ai toujours mon allergie, mais d'autre part, je dois faire attention à la dégradation de l'histamine. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à parler de l'histamine. Et aujourd'hui, Amine, spécialement, m'a invité à faire un tour au Maghreb. Il m'a fait découvrir ces régions, voilà. Et c'était un beau parcours, vraiment. Et j'ai tenu vraiment pour ce début de cycle que Amine soit avec nous, parce que vraiment, Amine, merci. Et vraiment pour te dire que tu m'as enrichi de ces voyages. Ça m'a apporté beaucoup, voilà, vraiment, de connaître cette région et aussi de partager avec les personnes d'Afrique. C'est pas encore l'Afrique du Sud, du bas, mais déjà l'Afrique du Nord, de parler de l'histamine. En tout cas, merci pour cette invitation que tu as faite 2023-2024. Et n'oubliez pas surtout que le livre qui va sortir, en fait, il part de ces congrès-là. Donc, en fait, de ces cinq voyages, hein. C'est un Exactement. voyage, hein, oui. Donc, Oui. c'est un livre qui part d'Alger, deux fois Alger, puis Casablanca, puis Tunisie et Paris à la fin. Voilà. Donc, tous les sujets qui ont été abordés là, j'ai pu en fait mettre en place un livre qui va sortir. Et donc, vous l'aurez bientôt. Donc, vous l'aurez bientôt. Il sera bientôt disponible pour vous pour ce parcours au Maghreb jusque Paris. En tout cas, Ouais. merci, Ami. Et je te Avec laisse te grand présenter. plaisir. Avec grand plaisir, Lucie. Ça a été un plaisir. Moi, j'ai fait un peu la découverte de l'histamine à travers toi, justement, à travers plusieurs discussions qu'on avait eues, notamment, bon, peut-être tu te souviendras pas, mais il y avait une conférence dans une des académies réunies où Oui, tu avais intervenu. Oui, et donc c'était à travers là que j'avais commencé, bien sûr, je connaissais l'histamine bien avant, mais j'avais commencé à réfléchir autour de toute cette ok. approche que tu présentais de l'histamine. Ensuite, bon, on avait discuté à plusieurs reprises. On avait même fait je crois, une interview. Oui, Oui, tout c'était une à fait, vidéo, ensemble, oui, tout à voilà, fait, oui. Oui. qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Et donc, moi, je trouvais que l'approche de l'histamine, selon Lucie Wetchoko, c'était quelque chose d'extrêmement pertinent, et ça va bien au-delà de l'histamine
qu'on connaît habituellement, donc avec les allergies, donc dans la tête notamment d'un professionnel de santé ou d'un médecin, ou même de beaucoup de gens du grand public, histamine égale allergie, allergie saisonnière, allergie au pollen, allergie à ceci, cela. Donc c'était vraiment une illumination de comprendre un peu les contours. C'est une grille de lecture, hein. C'est un peu ce que tu proposes, c'est un peu comme quand on dirait le stress oxydatif, l'équilibre acido-basique, etc. Mais bien au-delà de ça, de manière plus poussée. Et là, c'est l'histamine. C'est une compréhension, un peu une grille de lecture du métabolisme à travers l'histamine. Donc voilà. Donc je te remercie de ma part aussi nous avoir éclairé à travers cette compréhension de l'histamine. Donc, en plus, tu t'appelles Lucie, lumière, éclairée. Tu vois, voilà. Donc, le cercle est fermé. Non, mais en fait, si tu veux, Amine, ça c'est vraiment important, l'échange qu'on a, parce que tu me connais bien. En fait, si tu veux, quand j'ai découvert l'intolérance à l'histamine, puisque moi, j'ai pas étudié à l'école, hein, on n'a pas étudié l'intolérance à l'histamine, mais ce qui m'avait frappé, c'est que dans l'intolérance à l'histamine, du fait qu'il y avait un côté non médical, c'était très compliqué. Et même au niveau médical, on dit oui, c'est n'importe quoi, c'est le charlatanisme. Vraiment, c'était très compliqué. Il fallait que je me repositionne en fait différemment. Parce que c'était sur un terrain un peu glissant. Donc, de dire que tu es charlatan, que tu racontes des choses qui ne sont pas. Donc, il fallait aller chercher. En fait, c'était difficile, mais il fallait aller chercher et comprendre l'histamine. Et c'est là, en fait, que dans le positionnement que j'ai eu, c'est de parler de l'histamine, en fait. C'est pas parler de l'intolérance à l'histamine. C'est l'histamine, elle. C'est cette molécule, en fait, avec ses diverses, ses facettes différentes, en fait. Et toutes ces implications. Donc, en me repositionnant ainsi, je dois faire une petite, et c'est urgent pour mon petit bonhomme ici, donc, qui a besoin de documents, voilà, qui arrive toujours en dernière minute. Voilà. Je lui imprime et on est tranquille. Voilà. Donc, c'est comme ça les enfants aussi. Voilà. Non, en fait, j'ai compris que l'histamine, c'était pas que l'intolérance à l'histamine. L'histamine avait des implications diverses. Et c'est ce qui était le plus important, c'est d'aller découvrir vraiment jusqu'où elle peut aller, qu'est-ce qu'elle fait dans tous les secteurs. Parce que l'approche était multisystémique. Elle a 4 récepteurs, tu vois. Elle a 4 récepteurs, donc partout. Donc, ça signifie qu'elle a une implication. Donc, se limiter qu'à l'intolérance à l'histamine, pour moi, je ne pouvais pas. Je sais pas moi. Moi, j'aime bien aller, tu vois, fouiller, mettre en place les puzzles. C'était ça, en fait. Et j'ai compris même ça récemment, en fait, que ce que je faisais, c'était pas vraiment de parler de l'intolérance à l'histamine. C'est de parler de l'histamine dans toutes les différentes systèmes de notre corps. Et tout. Je pense qu'on a discuté déjà une fois. Je t'ai dit histamine, thyroïde, histamine. Quand tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Oui. Effectivement, donc l'intolérance à l'histamine, on va dire, c'est une des manifestations du déséquilibre du métabolisme de cette molécule. Effectivement, mais ça peut aller très loin, ça peut toucher. C'est ce qu'on appelle une molécule ubiquitaire. Ça a des effets partout, dans tous les tissus. Quand tu regardes les organes où les gènes des différents récepteurs s'expriment, les gènes des enzymes impliqués sur la HDC, tu vas en parler après, ou HNMT, DAO, s'expriment. C'est quand tu prends tous ces paramètres-là ensemble, tu te rends compte en fait qu'il n'y a pas un seul organe, un seul tissu, où il n'y a pas quelque part une enzyme, quelques récepteurs qui s'expriment. Donc voilà, ça implique que ça a quand tu as ce qu'on comprend en génétique, en biologie moléculaire, c'est que quand tu as une molécule qui a des récepteurs dans tous les tissus, c'est que cette molécule-là est vraiment ubiquitaire et que ça agit sur la totalité des tissus. Alors, bien sûr, les actions vont être différentes en fonction des tissus, mais c'est une vraie molécule ubiquitaire qui mérite toute l'attention que tu lui portes. Alors, aujourd'hui, on va avoir l'intérêt du cerveau. Voilà, ça c'est vraiment, je pense que le lien histamine, autisme, neuroinflammation, vous avez compris que
j'ai une particularité, sensibilité par rapport à l'autisme moi-même, parce que j'ai découvert depuis quelque temps que quand j'étais étudiante, j'avais du stress et j'avais des trous de mémoire. Oui, j'oubliais quelque chose que je connaissais, que j'étudiais, mais dès que tu me mettais face à une situation de stress, mais j'ai pas compris. Tu vois, il y a plein d'éléments et puis parfois je fais des fautes qui sont des fautes de dyslexie, tu vois, de trucs même au niveau de parler. Parfois quand je m'écoute, je me dis, mais cette histamine, en fait, je n'avais pas réalisé que, en fait, depuis petite, c'est très sournois, mais on ne fait pas attention, tu vois. Et tous ces éléments-là en place, j'ai compris qu'il y avait quand même des troubles autistiques et qu'en situation de stress, ça s'aggravait. Tu vois, donc tout ça m'a amené à aller encore plus loin pour comprendre en fait ce problème sur le cerveau. Et mon petit frère était autiste, il est décédé. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a quand même des traits autistiques qui sont là. Mais que l'autisme, c'est pas que la colère, tout ce qu'on voit, l'agressivité. En fait, il y a tout, oui, il y a différentes formes, en fait. Et cette neuroinflammation doit être connue parce que beaucoup d'enfants qui naissent aujourd'hui sont dans la neuroinflammation, avec l'intolérance et tout. Donc, ils dorment pas, ils sont pas bien. Donc, un enfant qui est serein, il n'aura du tout pas les mêmes soucis. Et donc, cette neuroinflammation fait partie de ce qui va entraîner des troubles autistiques. Donc, si nous on agit tôt, ça sera bien. Donc, le parcours aujourd'hui avec toi. Le mois prochain, on aura une thérapeute, une psychothérapeute, qui va parler aussi du même problème en psychothérapie. Et après, le mois de décembre, on aura une personne qui parlera aussi, Émorine, qui parlera de la nutrition et de la neuroinflammation, un petit peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans un parcours qui va jusqu'au janvier 2025. Et j'espère que vraiment, vous allez être enrichis de cette histamine et de la neuroinflammation. Donc, on y va. Donc, on va parler donc de l'histamine et des troubles de l'attention. Le trouble de l'attention, mais c'est pas que ça, en fait, mais c'est parce que ce thème est vraiment important, le trouble de l'attention. Donc, on y va. Je vais juste mettre le pointeur comme il faut. Et voilà, n'oubliez pas que le mois prochain, le 16 novembre, nous allons, c'est une rencontre, c'est une première rencontre de l'histamine, vous voyez, histamine, un enjeu de santé pour tous. Et cette journée, vous aurez autour de vous des laboratoires, vous aurez de biologie, des biologies, vous aurez des firmes de compléments alimentaires qui sont vraiment dans les produits qui vont vous aider par rapport à l'histamine. Vous aurez des nutritionnistes, vous aurez une personne malade qui a fait des choses, qui a mis en place. Vous connaissez déjà Marie. Donc, vous aurez donc Fatima, Laurence qui est présente. Vous aurez un médecin généraliste qui est Dr Sudi qui sera présente. Vous aurez une psychothérapeute qui est Rosani, une psychothérapeute brésilienne qui travaille en France. Vous avez Stéphanie Anka qui est coach, Madame Stéphanie Anka qui est coach et qui est de Bulgarie, qui est bulgare et qui vit en Belgique. Donc, vous voyez, donc vous avez vraiment, c'est pas fait exprès d'avoir des femmes, je vous cache pas, mais il y aura des hommes autour via les laboratoires. Donc, mais voilà, c'est ces femmes autour de moi et il y a une pharmacienne qui va s'ajouter parce que je m'étais dit, il faut une pharmacienne parce que c'est important pour l'histamine aussi de connaître des pharmaciens qui connaissent un petit peu l'histamine aussi. Et donc voilà, donc vous aurez ces personnes autour de vous et on va vous apporter un peu ces 4 années de partage avec vous, des réponses que j'ai eues et les personnes aujourd'hui qui peuvent vous apporter des produits, qui vont vous expliquer comment ça se passe, comment ils fonctionnent. Ainsi, vous serez beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Vous ne serez plus trop en errance de recherche parce qu'aujourd'hui, vous aurez des outils. Et c'est ça le but du congrès du 16. Et en tout cas, bienvenue à tous. Et voilà, donc le docteur Amine est mon invité. Voilà, et donc il sera avec vous. Et donc voilà, en tout cas, bienvenue Amine donc, pour le mois prochain. Merci beaucoup. Je pense que ça va être un événement qui sera le premier dans sa nature, en tout cas dans comment qu'on prend en charge et comment on comprend l'histamine. Comme tu vois, tu as bien formulé, on va dire, le panel de ce que j'aime chez toi, c'est cette diversité. Oui, la diversité au niveau des idées, au niveau des orientations, au niveau de là où on vient, au niveau de tout un tas de choses. Donc je pense que ça va être un congrès très très intéressant. Ouais. Et j'invite tout le monde à être nombreux donc parmi nous. Et sera traduit en anglais pour des personnes. Voilà, ça c'est important. Il y a une traduction anglaise. Oui, il n'y a pas de souci. C'est bien. Voilà, on y va.
Donc, l'histamine, on va reprendre juste un petit peu, vraiment, c'est rapide parce que je pense que la majorité, mais il y a des nouveaux. Donc, l'histamine, c'est une molécule chimique issue de la transformation de l'histidine en un acide aminé essentiel. Elle appartient à la famille des amines biogènes qui se forment à partir de la décarboxylation enzymatique. Elle est stockée dans les granulations cytoplasmiques de certaines cellules neuronales. Ici, on ne parlera pas de l'immunité. Je parle vraiment des cellules neuronales. Donc, l'histamine est stockée dans les neurones, en fait. Donc, vous avez ici donc un neurone présynaptique. On parle de présynaptique et on parle de postsynaptique. Donc, quand il y a une molécule qui est sécrétée, donc vous voyez ici l'histidine décarboxylase, donc qui est là, qui est B6 dépendante. C'est elle qui va utiliser l'histidine pour la transformer en histamine. Elle va être stockée dans des vésicules et elle va être libérée dans cette zone qu'on appelle des synapses. Ce sont des synapses au niveau du cerveau. Et vous avez ici à côté d'autres neurones en fait. Et donc vous allez voir ici le récepteur à l'histamine H3 qui est là. On parle de présynaptique. Et vous avez les récepteurs H2, vous avez les récepteurs H1. Et sur d'autres récepteurs ici, vous avez le récepteur H3 des autres neurones et l'impact qu'il a sur le glutamate, le GABA, l'acétylcholine, la norépinéphrine, la sérotonine. Donc, on voit bien que cette interaction de l'histamine et les autres neurotransmetteurs. C'est ça que c'est très important cette présentation. Et ce qui est important dans l'histamine au niveau cérébral, c'est l'histamine N-méthyltransférase. Donc, c'est l'enzyme qui va dégrader l'histamine à partir du moment où elle entre ici. Elle va être transportée, mais ça on verra après, pour être transformée en téléméthylhistamine, vraiment, mais c'est pas dans la synapse, ça se fait dans les astrocytes. Donc, on verra ça. Donc, l'histamine va être présente dans le synapse et il y aura une forme de régulation qu'on va voir. Et la MAO, c'est une enzyme qu'on appelle la monoamine oxydase de type B, parce qu'il y a la A et il y a le B. Donc, elle va continuer à dégrader ce qui a été fait par le premier. Donc, celle-ci, la téléméthylhistamine, va être dégradée par la monoamine B dans les astrocytes. Donc, voilà, donc, production, dégradation. Et elle est transportée au niveau des astrocytes, bon, par le sel devait sauter, c'est pas grave, pour former cette molécule dont je vous ai parlé. Et les récepteurs H3, qui est ici, c'est un récepteur qu'on appelle autorécepteur et hétérorécepteur. Je vous présenterai ça dans les dias qui viendront par après. Donc voilà, donc l'histamine, donc vous avez compris qu'elle est stockée. Hein, il y a normalement une entrée d'histidine par un canal. Hein, il y a un transporteur qui le fait rentrer et donc il va être stocké. Vous avez une autre vue de cette situation et c'est ça. Et l'astrocyte, il est là. Donc l'astrocyte, il est là et donc il va dégrader l'histamine. Hein, il y a les canaux qui sont là, qui vont faire rentrer l'histamine ici et elle va être dégradée par cette HNMT pour être transformée en téléméthylhistamine et la MAOB qui va suivre. Donc cette stimulation et cette production et cette dégradation de l'histamine au niveau cérébral est très importante, surtout que les astrocytes font partie de l'immunité. Aussi en même temps, il y a la microglie, il y a les astrocytes, et donc il y a un lien vraiment de l'histamine et de l'immunité cérébrale. Donc on verra par la suite. Les récepteurs sont présents, donc on va en parler sur d'autres dias. Voilà, donc ici, voilà, ça c'est le transporteur, je ne vais pas revenir, on a déjà parlé de tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Voilà, mais ce qu'on constate, c'est que nous devons, vous avez des modifications épigénétiques sur lesquelles mon collègue on va encore en parler tout à l'heure avec lui. Donc, l'inhibition de la HNMT ou bien les modifications de HNMT vont perturber cette histamine cérébrale. Donc, s'il arrive qu'on ne sait pas dégrader l'histamine, il y aura trop d'histamine dans le cerveau. Et ça va perturber les autres fonctions. Donc, s'il y a trop d'histamine dans les cerveaux, donc ça va aller avoir un impact sur le récepteur H3 de l'histamine. Mais le récepteur H3 de l'histamine, il va diminuer les autres neurotransmetteurs. Et donc, on va apparaître des problèmes de mémoire, de concentration. On va avoir des problèmes avec l'Alzheimer, le mal de Parkinson, peu importe. Mais en tout cas, il y a des modifications de toxicité au niveau du cerveau. Il y a une diminution de la neuroinflammation parce qu'il y a moins d'histamine, puisqu'il va aller bloquer sa propre production, en fait. Et ça va créer des problèmes au niveau de la suivi cellulaire, en fait, et aussi de la neurogénèse. C'est-à-dire que le cerveau, on avait déjà vu dans certaines vidéos sur la neuroplasticité du cerveau.
L'histamine, c'est intéressant, mais en tout cas, le problème, c'est que quand il y a trop d'histamine, tout dépend des voies métaboliques et surtout de la neuroinflammation qui vient poser des soucis. Donc, HNMT, c'est intéressant, c'est dans les astrocytes, c'est important, la localisation du cerveau. Et ici, on sait que plus vous allez augmenter l'histamine là et que vous allez toucher les récepteurs H3, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de l'Alzheimer. Hein. Ça c'est un problème qui est connu aujourd'hui par rapport au développement de l'Alzheimer. On a découvert que les souris qui n'avaient pas qui étaient HNMT négatives, en fait, elles avaient une concentration très, très élevée d'histamine dans le cerveau. Ça, c'est vraiment dans les études. Et que, en fait, dans le développement de l'enfant, on retrouve l'histamine, le développement du cerveau de l'enfant. Et vous savez bien que, en fait, à partir du 3e mois, 4e mois de grossesse, l'enfant a déjà son cerveau qui se met en place, qui se prépare, en fait. Et donc, d'où j'insiste toujours sur le early life stress, qu'on doit faire attention parce que le early life stress augmente encore trop l'histamine. Donc, il faut en fait essayer pendant les grossesses, j'insiste toujours, et je reviens toujours, qu'il faut de la sérénité chez la maman pour éviter des perturbations dans le développement de l'enfant au niveau neuropsychique. Parce que l'histamine, les astrocytes, la microglie, les mastocytes, ils sont là. Et pendant la grossesse. Et donc, c'est un développement connu et important. Attention, mastocyte, histamine, pendant la grossesse, il faut la DAO pour pouvoir réguler à ce moment-là. Des concentrations élevées étaient spécifiques au cerveau sans augmentation notable dans d'autres organes. Donc, c'était vraiment particulier au niveau du cerveau. Alors ici, la HNMT, s'il y a une inhibition, qu'il y a trop d'histamine au niveau cérébral, il y a des personnes qui deviennent agressives. Donc, on peut avoir une forme d'agressivité parce qu'il y a trop d'histamine cérébrale. Donc, il y a des personnes qui auront ce problème-là et on s'est rendu compte que c'est le récepteur H2 de l'histamine qui est capable d'induire cette agressivité. Et donc, c'est un médicament comme la famotidine, hein, qui est connu aujourd'hui, peut avoir cet impact-là de diminuer les récepteurs H2. Donc, ici, c'était une étude avec un autre médicament, solantidine, nous n'avons pas en Belgique, et aussi sur le sommeil. Donc, on sait que l'histamine qui est pas dégradée nous empêche de dormir. Donc, on sera toujours en éveil et donc ça va perturber le cycle veille-sommeil. Et en plus, s'il y a de l'agressivité, ça peut être dangereux. On a des personnes qui vont en psychiatrie à cause de l'histamine. Mais on ne fait pas le lien avec l'histamine. Alors que l'histamine, elle peut vous envoyer en psychiatrie par cette action de l'histamine non dégradée. Alors, la HMMT, voilà, dont joue sur le cycle, hein, éveil. Donc, vous connaissez aussi toutes les personnes qui disent se lèvent tôt le matin. Ça, c'est l'histamine. Donc, voilà. Mais ici, on peut avoir aussi cette augmentation spéciale d'histamine parce que on a une perturbation de cette HMMT qui ne dégrade pas bien l'histamine et que vous allez avoir des problèmes de réveil précoce parce que vous avez trop d'histamine qui va agir sur le récepteur H1 à ce moment-là et puis vous ne pouvez pas dormir ou bien vous vous réveillez tôt le matin. Alors, les récepteurs à l'histamine, ça, je reviendrai pas beaucoup, mais c'était juste de ne pas oublier que ces récepteurs se retrouvent partout dans le corps, hein. Et donc, au niveau du cerveau, vous avez vu, vous avez tous les récepteurs, ils sont présents. On a le H1, on a le H2, on a le H3, on a le H4, donc, qui est là. Donc, voilà. Donc, tous les récepteurs sont présents au niveau des neurones. Donc, c'est intéressant de savoir que l'histamine, au niveau des neurones, il y a tous les récepteurs. Donc, quel que soit ce qu'on fait, on doit faire attention à l'histamine quand on parle aussi au niveau du cerveau. Comme on parle aussi au niveau de l'intestin, ça on a déjà vu que les récepteurs se trouvaient un peu partout. Et les mastocytes, vous avez vu aussi, ils ont tous les récepteurs à l'histamine présents. Alors les récepteurs à l'histamine, donc au niveau du cerveau, donc dans les études qui ont été faites, c'est que le récepteur H1 se retrouve beaucoup au niveau de l'hippocampe, la zone de la mémoire. Le récepteur H1 se retrouve là. Les noyaux cholinergiques et aminergiques du tronc cérébral, le thalamus et le cortex. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous dire que on retrouve tous les récepteurs au niveau du cerveau. Et c'est ici, c'est juste pour la précision au niveau de ces zones. Donc, le H2, le récepteur H2 se retrouve au niveau des noyaux gris centraux, l'amygdale, l'hippocampe et le cortex cérébral. Et le H3 qui se retrouve au niveau du cortex cérébral antérieur, de l'hippocampe, de l'amygdale, du striatum, du tubercule olfactif, le cervelet et la substance noire du cerveau. J'aurais dû mettre la photo du cerveau, c'est vrai. Et puis le H4 aussi, qu'on retrouve au niveau de l'amygdale, du cervelet, le corps calleux, le cortex frontal, l'hippocampe et le thalamus. L'histamine se retrouve partout au niveau. Alors ici, ça c'est par rapport aux récepteurs H3 pour lesquels on a une place importante par rapport à ce jour. C'est que certaines études, ça c'est une étude qui parle des agonistes inverses du récepteur H3 de l'histamine comme nouveau antipsychotique, parce qu'ils se sont rendus compte que l'histamine, en agissant sur ce récepteur H3, donc voilà, le récepteur H3 est principalement localisé dans le système nerveux central
et agit non seulement comme un autorécepteur présynaptique, donc il agit sur lui-même, qui module la libération d'histamine, mais aussi comme un hétérorécepteur présynaptique qui régule la libération d'autres neurotransmetteurs tels que les monoamines et les acides aminés dont on a vu et j'en parlerai encore après. Et ici, les agonistes inverses, c'est par rapport aux médicaments, je ne vais pas insister, qui montrent que la baisse de la neurotransmission ici est améliorée avec des médicaments qu'on appelle des agonistes inverses de ce récepteur H3. Le récepteur H3, quand il est touché, donc il va entraîner donc les troubles d'attention avec hyperactivité, parce que le récepteur H1 aussi est présent, toute la maladie d'Alzheimer, le syndrome de Down, l'épilepsie, voilà, le stress, l'anxiété, la maladie de Parkinson, qu'on retrouve vraiment quand on stimule sur le H3. Donc, si vous avez déjà imaginé que vous avez un problème de méthylation, voilà, donc ceux qui connaissent déjà les autres conférences, on a parlé de la méthylation. Si vous avez un problème de méthylation et que vous ne savez pas méthyler l'histamine au niveau cérébral, puisqu'il n'y a pas de DAO au niveau cérébral, donc vous avez des problèmes vraiment avec trop d'histamine au niveau du cerveau. Et donc ça va perturber et va toucher le récepteur H3. Qui va permettre de diminuer la production d'histamine puisqu'il y en a trop. Donc, il y a une chute dans la synapse. Donc, important de ce récepteur H3 quand on a trop d'histamine. Ça peut nous aider aussi. C'est une forme de neuroprotection. Donc, les antagonistes de ce récepteur H3, donc voilà, qui sont utilisés aujourd'hui, ils vont aider en fait dans les pathologies dont on va parler. La plus connue, c'est la narcolepsie. Ce sont des personnes qui, dans la journée, sont toujours en train de dormir parce qu'ils n'ont pas assez d'histamine dans le cerveau, donc au niveau des synapses, et ils vont tomber comme ça. Et j'expliquais, je vais revenir là-dessus parce que j'expliquais souvent que parfois je me retrouvais sur l'autoroute et je devais m'arrêter parce que je pouvais pas me contrôler, je dois dormir. Ou bien quand je prenais un verre d'alcool, paf, je dormais. Je comprenais pas, c'était immédiat. Ou les sucres. Quand je mange un sucre, c'est fini, je m'arrête, je ne peux pas faire autrement. Donc, j'ai compris, je ne savais pas pourquoi. Et c'est au fur et à mesure que je fais ces recherches que je comprends mieux. Et je me dis, chaque fois, je dis aux patients ou aux personnes que cette recherche m'a beaucoup apporté, ça m'a permis d'avoir des réponses à mes questions que je n'avais pas eues avant. Voilà, donc, ici, cette narcolepsie, on le voit et de plus en plus. Et donc, je vous ai dit, l'alcool, les sucres et aussi au volant, quand la voiture démarre comme ça, je veux dormir, je ne réfléchis pas. C'est-à-dire, je dois dormir. Donc, si je suis pas conducteur et si je suis même conducteur, à un moment donné, je le sens, je m'arrête et je dois dormir. Et après, je me réveille et puis je repars. Donc, voilà, ça, c'est le problème du récepteur H3. Voilà. Et donc, ça peut donner aussi des vertiges. Pour ça, encore, je ne connais pas encore. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, attention, oui, le récepteur H3 peut créer des soucis, qu'on peut somnoler. Voilà. Donc, il y a l'obésité, la dépression, les troubles de l'humeur, la douleur neuropathique, voilà, ce qui pose des questions sur la neuropathie, voilà, les troubles déficitaires cognitifs, dont la maladie de Parkinson, les troubles d'attention, on vient de parler, l'épilepsie, on a parlé, l'apnée du sommeil, voilà, les gens qui ont des problèmes d'apnée du sommeil, on en voit beaucoup avec l'histamine, des problèmes d'apnée du sommeil, la neuropathie du diabétique aussi, ces médicaments peuvent avoir un impact, et le syndrome de Gilles-Latourette. Le syndrome de Gilles-Latourette, ce sont des personnes qui ont un HDC, celle qui produit l'histamine, qui est négative, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes au niveau de ce récepteur, ils ont moins d'histamine. Au début, quand j'ai commencé, j'avais un peu du mal parce que on n'a pas beaucoup étudié le récepteur H3. Donc, en fait, le récepteur H3, en tant qu'autorécepteur, donc je pense que bientôt on va l'aborder dans l'autre encore, que cet autorécepteur-là va stimuler le HDC, va inhiber le HDC. Et alors, on a des TOC. Donc, je me posais la question, mais pourquoi les gens qui ont l'histamine ont des TOC? C'est pas normal, ça ne correspondait pas. Mais c'est parce que le récepteur H3 va inhiber le HDC. Et il y a des patients qui ont des problèmes comme le Gilles-Latourette. Alors qu'en fait, ils n'ont pas en temps réel. C'est juste pour certaines raisons, on voit apparaître le syndrome de Gilles-Latourette. Et c'est parce qu'en fait, le récepteur H3 de l'histamine va inhiber ce fameux HDC. Donc, le récepteur H3, donc contrairement par rapport aux autres récepteurs, il est beaucoup plus présynaptique, mais il y a des endroits où il est postsynaptique, mais il est vraiment présynaptique. Et donc, lui, il va avoir ce côté que je dois expliquer maintenant parce que j'ai les images qui peuvent vous aider, mais surtout qu'il va avoir un effet inhibiteur sur la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, la glutamatergique, très important pour la concentration, pour la mémorisation, parce qu'on a peur du glutamate, mais un peu de glutamate, c'est important pour cela. Donc, on en a besoin. Le GABA
et aussi l'acétylcholine, parce qu'on voit beaucoup de patients, et attention, par rapport à la côté cholinergique, Amine, tu vas voir, il y a un problème avec certains patients. Quand ils sont avec le H3, ils ont une baisse de l'acétylcholine. Et nous, on donne les antihistaminiques. Or, les antihistaminiques sont anticholinergiques. Donc, en fait, ça aggrave la situation. Donc, attention à ça, parce que, en fait, donc, le fait d'évaluer le côté H3 va vous permettre de comprendre les patients qui ne tolèrent pas les antihistaminiques. C'est parce qu'ils étaient déjà en baisse d'acétylcholine. Or, l'acétylcholine est liée au nerf vague. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir une baisse de l'acétylcholine, en fait, et nous, on vient avec les antihistaminiques et on peut alors avoir un effet anticholinergique. Donc, ça, c'est important, vraiment, parce qu'il y a quelques patients, ils m'ont dit, vraiment, ils ont des convulsions, ils ont des trucs liés à l'effet anticholinergique. Donc, c'est intéressant parce que le récepteur H3, on n'en parlait pas beaucoup, mais le fait qu'il baisse l'acétylcholine, il faut faire attention aux médicaments antihistaminiques. Donc, voilà, donc c'est important dans ce côté de récepteur H3, donc qui freine l'éveil, donc on dort, qui est anticonvulsivant, et aussi le côté anorexie. L'anorexie, c'est surtout le côté H1, hein, parce que le H3 n'est pas à ce côté-là. C'est quand on est stimulé, on est plutôt envie de manger, et le H1, c'est plutôt l'anorexie. Donc ça, il faut savoir ça. Et dans la cognition, c'est le H1 et le H2 qui vont intervenir. Alors, donc ici, c'est pour l'autorécepteur. Voilà, j'avais l'image pour vous. Donc, en fait, quand on vous dit que c'est un autorécepteur, ça signifie qu'il a un effet sur sa propre production. Voilà, donc dès qu'il est activé, il va aller bloquer la transformation d'histidine en histamine et même la libération de l'histamine ici. Et en même temps, il va avoir ce côté à distance dont on verra par rapport aux autres récepteurs. Donc, en autorécepteur, c'est vraiment ça. C'est celui qui va agir donc sur sa propre production, mais il n'influence pas en fait, au niveau des membranes cellulaires quand il y a une action et l'ouverture de la vésicule, il y a ce qu'on appelle un potentiel membranaire. Donc, ils expliquent dans les études que ça n'influence pas ça, mais en tout cas, ça permet de réguler cette production d'histamine. Alors, les hétérorécepteurs, oui, les hétérorécepteurs, c'est le fait qu'il va agir sur d'autres neurotransmetteurs. Donc, il est là, il agit sur lui-même, mais il va aller jouer sur d'autres récepteurs. Il y a par exemple un médicament qu'on donne souvent, c'est la mitarzépine. La mitarzépine, c'est un médicament qui agit sur le récepteur H1 de l'histamine, il vous fait dormir, et il agit sur la sérotonine. Donc, vous voyez, donc, ils ont deux actions. C'est parce qu'ils ont cette action-là que ce médicament est intéressant. Donc, ils interviennent beaucoup dans ce dossier ici. Donc, des médicaments qui vont avoir un effet sur la sérotonine qui est baissée par le H3, mais en même temps, on va bloquer le H1 pour que la personne puisse dormir. Donc, voilà. Donc, on parle beaucoup de plus en plus des hétérorécepteurs parce qu'il y a des médicaments qui vont dans ce sens-là. Donc, voilà. Donc, H3, pensez au H3, autorécepteur et hétérorécepteur. Et que quand vous avez un problème avec le H3, les médicaments qui sont très utilisés, si on parle de médicaments, par exemple, vous allez donner la rilatine pour augmenter la dopamine, voilà. Et d'un autre côté, vous allez donner la mitarzépine pour pouvoir augmenter la sérotonine qui a aussi baissé. Mais après, je dirais au niveau nutritionnel, on peut avoir d'autres approches pour pouvoir aider. Mais en tout cas, les personnes qui sont dans cet état, ils sont souvent avec ce type de médicaments qu'on retrouve le plus souvent, qui augmente la dopamine et augmenter la sérotonine. Alors, ces récepteurs-là, par exemple, on a ici, pour la sérotonine, on a un médicament on a un effet autorécepteur, la trazodone, par exemple, qui est là, mais on a aussi un hétérorécepteur, la clozapine ici, qui va agir en fait en activant ici la 5, on va dire pour la sérotonine, mais elle va inhiber la libération de dopamine. Donc, elle va améliorer là, mais elle va inhiber là. Donc, c'est un médicament qui a un effet positif d'un sens et inhibiteur d'un autre sens. Voilà. Donc, on parle de hétérorécepteurs. Voilà. Et ici, c'est un autre médicament qui va jouer uniquement sur le récepteur à la sérotonine et on parle d'autorécepteur. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Le H3, c'est ça. Il est hétérorécepteur, mais il est en même temps autorécepteur. Et quand vous jouez sur le H3, vous allez avoir donc ce problème de l'activité des neurones de l'adrénaline, la noradrénaline. Il faut savoir que c'est la noradrénaline qui augmente l'adrénaline au niveau des surrénales. Et donc, quand vous donnez des médicaments qui sont bloqueurs de la H3, vous allez remonter la noradrénaline. C'est ça, en fait. Et vous allez augmenter l'insuline, donc vous allez améliorer la glycémie, le syndrome métabolique. Vous allez améliorer le GABA, voilà. Et vous allez aussi améliorer mais par contre, au niveau d'une autre voie du cerveau,
on voit ici que l'histamine est plutôt basse dans une autre voie, c'est parce qu'il y a des voies tout à fait différentes. Voilà, donc, et ici, il y a augmentation de la dopamine. Donc, dopamine, H3, les inhibiteurs de H3, le plus connu, ce pitolisant, c'est un médicament qui est très connu, de plus en plus, voilà, moins utilisé quand même, je pense, et qui va augmenter la dopamine et augmenter la noradrénaline et la sérotonine et améliorer même l'insuline. Donc, ça existe ce médicament, c'est intéressant. Donc, ce côté hétérorécepteur ici, dont vous le voyez là, donc ici, le H3, il est là, il va avoir cet effet bloquant ici, acétylcholine, sérotonine, dopamine, noradrénaline qui va baisser. Et d'un côté, vous avez les récepteurs postsynaptiques, le H1, le H2. Donc voilà, et l'autorécepteur, il est là. Donc voilà, donc le H3, ne pas l'oublier, il est important. Il peut aider aussi dans l'inflammation. Donc quand on a des antagonistes H3R, voilà, vous allez avoir plus de l'anti-inflammation qui se met en place. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc ça, par rapport à l'histamine et par rapport à la neuroinflammation, c'est intéressant. Ça peut aider à remonter. Mais en même temps, moi, je dis toujours que l'histamine, c'est dans la neuroprotection, parce que quand il y a une neuroinflammation, c'est comme si vous avez cassé le bras et que vous voulez continuer à utiliser le bras. Vous aurez mal. Dans le cerveau, dans une neuroinflammation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger. Donc, il va créer une neuroprotection pour éviter d'aggraver la situation, en fait. Donc, pour que vous ne puissiez plus travailler beaucoup. Et on le connaît aujourd'hui avec le Covid long. Donc, quand vous êtes en neuroinflammation, vous ne pouvez plus vous concentrer. Et en plus de l'acétylcholine a baissé, les mouvements, il y a tout ça. Donc, on voit vraiment que cette problématique, elle est là, avec une baisse des neurotransmetteurs et la difficulté d'être en mouvement, la difficulté de se concentrer correctement. Et donc, il faut travailler le récepteur H3. Il faudra y penser. Donc, ça peut aider certains patients. Mais ça coûte cher, je vous dis déjà, le médicament. Donc, quand on n'a pas assez d'histamine, donc voilà, donc l'histamine, donc on n'aura pas assez de de son dérivé. On va avoir un impact plutôt sur le récepteur H1 qui va diminuer. Donc ça, c'est dû toujours à qu'il y a trop de H3. Hein. Si vous continuez à avoir trop de H3, donc vous allez avoir des perturbations par rapport à la production d'histamine et avoir un problème au niveau de la réparation. Voilà, la neurogénèse, donc risque d'Alzheimer. Donc ça, c'est l'élément important. Ici, ça, c'est une photo que j'aime beaucoup pour l'enfant parce que l'enfant qui souffre, qui est en stress, que ce soit un stress infectieux, un stress inflammatoire, il est dans cette neuroinflammation. Donc, l'enfant risque, par les mastocytes activés, par les mastocytes activés, il y aura une neuroinflammation. On a beaucoup négligé les mastocytes, alors que les mastocytes sont activés, ils sont dans tous les tissus. Ils ne sont pas dans le cerveau, ils sont en dehors, mais dès qu'ils sont activés, il y a une perméabilité qui se fait d'emblée et ils passent. Et donc ça, on voit que les enfants qui ont une neuroinflammation, qu'ils ont une activation mastocytaire, ils auront une neuroinflammation et avoir des problèmes d'histamine et des problèmes d'apprentissage. Donc, d'où nos enfants ont du mal à apprendre. Et déjà, vous savez qu'en intra-utérin, il y a déjà un apprentissage pour l'enfant pour sortir et téter. Donc, l'enfant, dès qu'il sort, tout ce qu'il sait, c'est tourner la tête pour aller prendre le sein. Donc, parce qu'il connaît déjà que c'est comme ça qu'il faut faire. Il sait déjà comment se positionner et c'est l'apprentissage qu'il a en intra-utérin. Et on voit beaucoup d'enfants qui ont déjà du mal au début de leur vie par rapport à la tétée, par rapport à plein d'éléments parce qu'il y a une neuroinflammation. Il faut qu'ils dorment. S'ils ne dorment pas bien pour réparer, donc ça va lui poser des soucis. Donc, et dites-vous, tous ces enfants qui sont en neuroinflammation, ils vont devenir autistes. Donc, il faut freiner cette neuroinflammation très tôt chez les enfants. Et la lutéoline n'est pas mal. La lutéoline peut aider à freiner la neuroinflammation. Et le PEA, je n'ai pas dit ici, mais le PEA et la lutéoline sont intéressants par rapport à ça. Donc, n'oubliez pas, c'est intéressant. Ça peut nous donner déjà chez la maman de diminuer cette inflammation de son corps et de diminuer l'inflammation de la microglie, qui est l'immunité du cerveau, en fait. Alors ici, c'est le même schéma un peu, mais c'est la voie de l'histamine avec ici donc l'activation mastocytaire qui va créer un problème de perméabilité du cerveau. Donc, il va passer parce que il y a eu un problème de perméabilité. Donc, l'histamine crée cette vasodilatation qui ouvre le cerveau alors que c'est une paroi qui est ferme, qui est vraiment, qui ne doit pas laisser passer les choses. Mais dès qu'il y a une activation mastocytaire, il y a ouverture et entrée des mastocytes. Et ça crée cette neuroinflammation, la microglie qui est perturbée. Donc, au niveau de l'immunité, on voit des perturbations donc au niveau cérébral et la mort des cellules parce qu'il y a une inflammation qui est assez importante. Donc, l'histamine et les mastocytes, attention, oui, ils posent des soucis et qu'il faut régler. Il faut tout ce qui est microbiote,
tout ce qui est les germes qui donnent des problèmes de neuroinflammation, ça sont connus comme les pathologies chroniques froides, je ne vais pas insister là-dessus, qui favorisent cette neuroinflammation. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le stress favorise la neuroinflammation. Pourtant, c'est pas une bactérie, donc c'est quand même, la gestion du stress est importante. Donc, il y a un risque de sclérose en plaques, il y a un risque de maladie d'Alzheimer et de maladie de Parkinson parce que les voies périphériques sont touchées. Et donc, ça, on a une dia plus tard par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, vous avez ici, donc, le stress post-traumatique. Donc, un enfant, il y a un stress post-traumatique, faut pas croire. Donc, un enfant qui a eu du stress pendant la grossesse, du stress lors de son accouchement, mais c'est du stress tout le temps. Donc, l'enfant va se protéger dans son évolution et donc tout ce stress post-traumatique va activer l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc le cortisol, et qui a un effet anti-inflammatoire immunosuppresseur et donc ça va calmer les mastocytes. Donc, CRH active les mastocytes, l'ACTH active les mastocytes. Donc, dans une prise de sang, vous avez trop d'ACTH et que vous n'êtes pas bien, attention. Il y a une activation mastocytaire. Il y avait production de beaucoup de médiateurs, et dont l'histamine en fait partie, qui va toucher la microglie et les astrocytes. Donc, vous avez ce lien mastocyte, astrocyte et microglie, astrocyte. Et donc, toute cette inflammation-là crée des troubles neuropsychiatriques. Et donc, on peut se retrouver à l'hôpital par rapport à cette perturbation. Et donc, ici, ça, c'est le mastocyte activé. Vous voyez, il passe, parce que la barrière va s'ouvrir et il va passer ici. Et donc, juste dû au stress. Et les mastocytes ont des récepteurs au CRH sur ces cellules. Et le CRH1, c'est lui qui produit beaucoup d'histamine. C'est lui qui va favoriser la dégranulation et produit l'histamine. Le CRH2, lui, va freiner. Il va avoir un effet de frein. Donc, si vous avez des modifications épigénétiques, et en plus, on sait qu'au niveau épigénétique, quand il y a un stress, il y a une modification épigénétique à la naissance. Donc, même si vos parents n'avaient pas, vous risquez d'avoir le problème parce qu'il y a eu des soucis très tôt. Et donc, ça va toucher dans l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire ici. Donc, la neuroinflammation, vous avez l'astrocyte, vous avez la microglie, vous voyez les mastocytes, ils sont là. Donc, cette neuroinflammation, elle est là, elle va aggraver les problèmes d'histamine. Parce que vous avez peut-être trop d'histamine au début, mais il n'avait pas de soucis, vous bossez bien. Vous êtes intelligent, tout va bien, et puis du jour au lendemain, ça ne va pas. Mais c'est parce qu'il y a une neuroinflammation qui est venue. Donc, on peut avoir trop d'histamine et bosser bien, mais dès qu'il y a une neuroinflammation, la situation va s'aggraver. Alors ici, donc, ça, c'est l'histamine et les astrocytes. Non, les astrocytes, c'est là où vous avez la dégradation de l'histamine, en fait. Et donc, il y a des récepteurs. Tous les récepteurs de l'histamine se retrouvent sur cette molécule, de cette cellule, pardon. Voilà. Donc, on a le H1, le H2, et c'est à l'intérieur de cette cellule, ici, que vous allez dégrader l'histamine. Et alors, cette cellule, l'histamine va entraîner chez elle, dans cette cellule, une bonne homéostasie ionique, parce qu'elle a besoin de tout ce qui est calcium, magnésium, enfin, tous par rapport aux transporteurs, par rapport à ce qu'on a. Il y aura une meilleure homéostasie, un métabolisme énergétique, la clairance des neurotransmetteurs, l'activité neurotrophique et la réponse immunitaire. Donc, l'histamine a une place au niveau des astrocytes, au niveau du cerveau. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de tumeurs cérébrales. Donc, on ne peut pas ne pas regarder ce côté-là. Et surtout que il y a des amines biogènes aussi au niveau cérébral. Donc, ces amines biogènes-là, donc quand on a trop, vous voyez, vous avez ici pour la production c'est une alpha-synucléine qui va qui va faire fabriquer la putrexine. Donc, voilà. Et la putrexine, c'est un acide aminé qui est un amine biogène, qui vient de l'arginine, la glutamine, arginine, glutamine, citrulline, ornithine. Donc, ils vont aller vers la putrexine, et cette putrexine donne du GABA. Et donc, on voit qu'au niveau des astrocytes, voilà, donc on a production de GABA, et ce GABA a un effet protecteur par rapport à la dopamine, donc par rapport à l'équilibre au niveau des neurotransmetteurs, mais par contre, il fabrique beaucoup de H2O2. Donc les MAO, ces enzymes qui sont là, produisent beaucoup de H2O2, et quand il y a du H2O2, il faut le glutathion. Donc, le glutathion, c'est important, donc il faut du glutathion pour freiner l'oxydation au niveau des tissus. Donc ici, oui, il y a des amines, et aujourd'hui, il vous dit, les amines, dans leur dégradation, produisent beaucoup de H2O2. Et donc, il faut qu'il y ait assez de glutathion. Et on voit au niveau épigénétique, on verra avec amine, qu'il y a beaucoup de perturbations épigénétiques, et donc, il y a des difficultés à utiliser le glutathion. Et donc, pour avoir cette protection au niveau cérébral, donc le glutathion, c'est important. Il a une place dans ce métabolisme. Et l'astrocyte, donc, c'est une cellule qui a une place à regarder, à évoluer. Donc, voilà. Donc, je vais pas trop insister, mais je voulais vraiment vous parler d'elle dans le sens où cette cellule est celle dans laquelle on dégrade l'histamine.
le HMLT est présent. Et donc, dans le diabète, oui, ça perturbe aussi ce système. Et donc, on aura la maladie d'Alzheimer, hein, donc, par rapport à ce problème de diabète, du stress oxydatif. Et donc, on a beaucoup de pathologies liées à la dysfonction des astrocytes, voilà. Donc, et le développement va entraîner donc des problèmes au niveau de la maladie d'Alzheimer, dysfonction de la mitochondrie, neuroinflammation, le stress oxydatif, le métabolisme perturbé de lipides et l'insuline. Donc, tout ceci au niveau cérébral posera des soucis, surtout que on oublie souvent de dire que toutes les cellules du corps, l'homme métabolise aussi du sucre, du glucose, pour la fonction, l'énergie. Donc, qui dit cellule dit glucose. Qui dit cellule dit énergie. Qui dit cellule dit mitochondrie, ATP. Donc, tout c'est dans le cerveau aussi. C'est pas ailleurs. Toutes les cellules du corps ont le même fonctionnement. Et donc, s'il y a production de H2O2, il faut aussi les dégrader. Sinon, ça va oxyder. On va faire vous allez voir, par exemple, quand on a du stress oxydatif comme ça, on va dégrader le collagène. Dans le collagène, les tissus conjonctifs sont dégradés. Et une fois qu'ils sont dégradés, l'immunité va venir pour les nettoyer. Mais en nettoyant, ils font des amas. Et donc, on va voir des amas qui vont se former au niveau du cerveau, mais parce que il y a beaucoup de stress oxydatif. Donc, il faut absolument, vraiment veiller à freiner l'oxydation. Enfin, peut-être pas à 100%, mais au moins, on a besoin. Mais il faut des antioxydants pour faire face à la situation. Il y a une maladie tenue de ce problème. J'ai pris celle-ci parce qu'elle a des troubles d'attention. Mais en tout cas, c'est une maladie qu'on retrouve de plus en plus. Voilà. Et dans ces différents symptômes, il y a des troubles de l'attention et même parfois associés avec l'agressivité. Donc, il faut la connaître parce que beaucoup de personnes dans cette situation où il y a une stimulation du H3, on retrouve la schizophrénie. Et les enfants qui ont eu du early life stress précoce dans leur vie ont des problèmes de schizophrénie, d'addiction, d'anxiété, de post-traumatic disorder, donc il faut prendre en charge. Donc, la prise en charge de l'histamine passe aussi par la connaissance du début de la vie de l'enfant avec des troubles neurologiques qu'on retrouve aujourd'hui, des neuropsychiques et l'autisme en train d'augmenter et ne fait qu'augmenter. Les troubles de l'attention des personnes qui n'avaient pas de soucis et du jour au lendemain, et c'est brillant, et du jour au lendemain, à 40 ans, tout s'écroule. Mais oui, parce que l'évolution de la vie, le stress de la vie amène à la neuroinflammation. On peut avoir des traitements, on peut s'en sortir. Hein, j'ai pas dit que tout était mauvais, mais voilà. Donc l'histidine elle-même, permet d'augmenter l'histamine. Donc, les personnes qui ont des problèmes, finalement, de manque d'histamine au niveau cérébral, j'insiste bien au niveau cérébral, parce qu'il y a le H3 qui a été activé, ils ont besoin d'un peu d'histidine. L'histidine, ça peut les aider. La curcumine a une place. L'acétylcholine, on n'en parle pas trop, a une place. Le NAC, pour augmenter le glutathion, c'est intéressant. Donc, vous pouvez utiliser le NAC pour ceux qui tolèrent les soufrés. Attention, parce qu'il y en a qui ne tolèrent pas. Donc, il a une place importante. La sarcosine. Alors, c'est la L-sarcosine. La L-sarcosine, elle a une place importante parce que elle va augmenter la glycine dans le cerveau. Il a un effet comme les SSRI qui font rester la sérotonine dans la synapse du cerveau. La sarcosine, elle fait rester la glycine dans le cerveau. Donc, ça a un effet relaxant et ça peut aider. Et la sarcosine, associée à la sérine, améliore la cognition. Donc, on peut vraiment retrouver une envie de travailler, de faire des choses. J'ai eu une petite qui a vraiment pris sarcosine et sérine. Elle la prenait. On voyait vraiment l'apprentissage. Donc, sarcosine, sérine, c'est intéressant. C'est difficile à trouver la sarcosine, mais elle existe. Avec la sérine, c'est facile à trouver. Donc, elle permet d'améliorer la cognition. Et à côté de ça, vous avez des plantes. Hein. J'ai la rhodiola, la bacoba. La bacoba est très, très bien. Quand j'ai eu ma dépression et que j'avais des trous de mémoire, j'ai perdu. Hein, je vous ai dit, j'ai réappris. Hein. La bacoba m'a aidé. S'il y a une plante avec le 5-HTP, c'était la bacoba à côté. Voilà, elle m'a aidé. Donc, je prenais le matin, je prenais la bacoba. Et puis, le soir, je prenais 5-HTP. Voilà, donc voilà des plantes, j'avais oublié, c'est en faisant toutes ces recherches, j'ai regardé tout ce que j'ai fait et j'ai compris que, en fait, la bacoba est pas mal, vraiment, elle aide vraiment à la cognition. Et donc, l'astragale, il faut pas l'oublier, elle est intéressante, mais la bacoba pour réétudier, parce que c'est ce qui m'avait aidé, parce que je connaissais pas encore beaucoup de choses, mais en tout cas, la bacoba, je l'avais prise et m'avait aidé, et le 5-HTP le soir, voilà. Le curcuma, j'avais pas pris tout ça, mais en tout cas, je faisais la marche, je vous ai dit, la marche m'avait beaucoup aidé. Voilà, la marche, ça pour moi, je le dis, c'était la marche, les week-ends, la danse. Donc voilà, donc ça, et puis le 5-HTP pour dormir et le bacoba, j'avais pris dans la journée et je pense que pour
mois, j'ai repris les études, j'ai réétudié. Vous avez vu la suite aujourd'hui. Je ne fais que ça depuis histamine. Voilà. Donc, mon cerveau ne retient que l'histamine. Il a oublié beaucoup de choses, je ne vous cache pas, mais ça, il n'a pas oublié. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini. Et je mets juste pour vous dire, n'oubliez pas de concret. Et prochainement, vous aurez une autobiographie refaite avec beaucoup d'imaginaire. Voilà, donc c'est un cadeau d'une personne qui m'aime beaucoup et je la remercie. Voilà. Et histamine incontournable en prévention et thérapie, c'est pour bientôt. Voilà, donc vous aurez, voilà, c'est un parcours, c'était ma rencontre, c'est moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense de l'histamine, je vous dis ça. Certaines personnes ne se rendent pas en accord, mais c'est du vécu, c'est des consultations, c'est tout ce que j'ai ressorti de l'histamine, tout ce que j'ai cherché. Voilà, donc c'est surtout ça. Voilà, donc je partagerai avec vous bientôt cela. Et ça, c'est un souvenir d'Alger. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'Algérie. Et merci Amine m'a fait connaître l'Algérie. Voilà, merci à tout le monde et on passe à la discussion avec Amine. Écoute, merci Lucie pour cette excellente présentation. C'est très complet. Il y a beaucoup de choses moi que j'ai plus ou moins retenues et qui en fait déjà on pourrait peut-être commencer par tu as parlé de la CRH et de la CTH. Oui. Avec leur effet sur la neuroinflammation notamment. Mm-hmm. Et ça, en tout cas, moi, je connaissais depuis quelques années sur le fait que oui, ça augmente la neuroinflammation et notamment, tu sais qu'avec avec le cortisol, on a donc le rétrocontrôle se fait de façon indirecte. Tu vois, un peu comme c'est pas comme par exemple avec les T4, T3 où c'est un rétrocontrôle direct. Là, ça passe par l'hippocampe. Et ah tu oui, vois, l'hippocampe, tout à fait. voilà, Oui. moi à l'époque, j'avais trouvé des études, c'est des études chez l'animal, tu les trouveras chez le rat, la souris, sur l'effet toxique de la CRH et de la CTH sur l'hippocampe, justement. Ouais, tu vois, ce qui crée à la fois, bon, comme tu sais, l'hippocampe, c'est l'acétylcholine, c'est principalement des neurones cholinergiques, donc la mémoire, l'apprentissage, mais en même temps, ça crée aussi une rupture de cette capacité de rétrocontrôle sur le cortisol. Ce qui va dans le sens de ce que tu expliques. Donc, non seulement ça crée une sorte de neuroinflammation au niveau au cérébral, mais ça crée aussi une diminution de la sensibilité au cortisol, puisque le cortisol continue à être produit avec moins de, tu sais, avec moins de sensibilité sur le récepteur, et ça va, donc tu connais burn-out, burn-in, burn-out, etc. Donc ça, j'ai trouvé intéressant le lien avec les mastocytes et cette inflammation. Et oui, et concernant le récepteur H3, donc c'est un récepteur comme tu m'as dit tout à l'heure en off un peu spécial, puisqu'il s'agit oui, c'est un autorécepteur, donc, mais c'est aussi, comme tu l'as bien dit, un hétérorécepteur. Tout à fait. Voilà. Donc un autorécepteur, tu l'as bien expliqué, donc c'est un récepteur qui va bloquer la production de la molécule qui s'insère sur lui, donc du ligand en quelque sorte, de son ligand. Sa production. La production de ce même ligand par la même cellule. Et en même temps, puisque c'est un récepteur qu'on va pas trouver, donc le H3, on va pas trouver dans un des schémas que tu avais montré tout à l'heure, on va pas le trouver uniquement dans les synapses, donc dans les neurones qui produisent l'histamine. On va le trouver aussi là où ça produit de la sérotonine, de l'acétylcholine, du glutamate, des catécholamines et tout ça. Et donc, ça va avoir exactement le même effet. Donc, c'est pour ça qu'on dit hétérorécepteur. C'est que, par contre, son ligand, c'est toujours l'histamine. Oui. Tu vois un peu ce qui est compliqué et complexe avec ce récepteur. Son ligand, c'est toujours l'histamine. Donc, en fait, ce récepteur, quand il est sur un neurone histaminergique, il bloque la production de l'histamine de ce même neurone, de son propre neurone. Mais quand il est sur un autre récepteur où ça produit un autre neurotransmetteur, ça bloque aussi ce même neurotransmetteur. Tu vois, et là où se situe un peu la complexité, c'est que souvent on parle donc de l'histamine, tu vois,
l'histamine, la molécule, pas le récepteur, la molécule, qui diminue l'effet des autres neurotransmetteurs. Mais en réalité, c'est pas l'histamine qui fait ça. Tu vois, ça le fait indirectement par son récepteur H3. Récepteur, oui, ça va. Oui. Et donc là, ça répond à plusieurs, en tout cas plusieurs observations que moi j'ai constatées, j'ai remarqué. Je connais quelques personnes et quelques personnes aussi TDAH, tu vois. Et ça reprend donc un peu cette symptomatologie qu'on retrouve. Tu sais, les neurotransmetteurs, c'est comme moi, je les vois comme des couleurs. Tu vois, et les couleurs, quand on les combine ensemble, ça donne une couleur plus ou moins arc-en-ciel ou je sais pas quoi. Exactement. Et et c'est ce qui donne un peu ce que nous on considère la personnalité, les traits de caractère, etc. Donc le comportement, les interactions psychosociales, les interactions psycho-émotionnelles, la personne avec elle-même, avec ses émotions. Et donc le souci avec l'histamine, c'est que ce problème qu'on a avec l'histamine et donc avec le récepteur H3 aussi, c'est que ça touche à tous les neurotransmetteurs. Tu vois, donc ça perturbe l'humeur, l'appétit, l'appétit, donc la prise alimentaire, le comportement, donc avec ce que tu disais, donc les TOC, l'éveil, l'attention. Et tout un tas de problématiques qu'on peut avoir à travers ça. Et ce que je voulais savoir en fait, c'est par rapport, peut-être que c'est une question qui m'a un peu travaillé en regardant un petit peu sur le sujet. Est-ce que tu fais un lien entre ce récepteur H3 et l'hypothyroïdie cérébrale? Tu vois, avec le DIO2, oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'on a quand même un ralentissement, tu vois, cérébral qu'on pourrait amputer, parce que la T3, comme c'est pas très différent dans le cerveau. Ça stimule la production d'ATP et tout ça, et ça stimule donc la production de neurotransmetteurs globalement, tu vois. Mais ce que je vois surtout, c'est que dans l'histamine, il y a beaucoup de baisse de T3. Tu vois, il y a une baisse de T3. Oui, parce qu'on le voit vraiment, parce que la désiodase, il y a un lien. Ce que j'ai objectivé, c'est que plus on baisse d'histamine, plus la désiodase fonctionne mieux. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué et que les patients disent, bah oui, mais ma T3 est mieux qu'avant. Ma T3 est mieux, alors que je n'ai rien donné. J'ai vraiment juste baissé l'histamine dans l'alimentation ou donné un peu DAO. Et j'ai vu qu'il y avait des changements et des gens te disent, bah oui, c'est mieux, ma compréhension, ma mémoire, ma concentration, tout revient. Mais parce qu'il y avait une charge élevée et qu'il y avait trop de stress oxydatif. Mais par contre, la T3, vraiment au niveau cérébral et placentaire, parce que c'est les deux endroits où on doit faire attention à la T3, si tu veux, parce que il y a une protection qui se fait vraiment par rapport à ces deux endroits-là, et que le corps en fait va diminuer la T3, qu'elle soit pas trop élevée, voilà. Mais par contre, il y a des trucs pour lesquels ils ont quand même parlé d'une certaine neuroprotection avec T3 et histamine. Mais je pense que c'est plus parce que c'est l'histamine qui aura cet effet de neuroprotection par le récepteur H3. Mais la T3 en elle-même, pour moi, elle doit être basse. Je n'ai pas la réponse à 100%. Je dois approfondir dans les prochains, en février, on parlera de ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une baisse de T3. Oui, et c'est donc ce que tu dis sur les désiodases, c'est en fait les désiodases parmi les facteurs inhibiteurs des désiodases, que ce soit au niveau du foie, au niveau du cerveau, des astrocytes. Donc, c'est justement cette inflammation. Donc ce que moi j'appelle le stress métabolique, stress oxydatif, inflammation, tu vois, cette intrication d'ensemble de stress métabolique, donc ça diminue la désiodase et ça va dans ce sens, tu vois, le fait d'avoir moins de T3, parce que il faut savoir, le cerveau, c'est quand même, quand je dis cerveau, c'est pas tout le cortex, etc., c'est les astrocytes principalement, c'est quand même le système nerveux, c'est quand même voilà le seul organe qui produit sa propre T3. Tu vois, mis à part la thyroïde qui est la glande, et puis le foie qui fait ça pour le reste de l'organisme. Donc, je trouvais que c'était un lien intéressant, le fait d'avoir une mauvaise conversion, d'avoir moins de T3 et aussi d'avoir cette problématique de H3.
Et oui, et donc tout à l'heure aussi, quelque chose à préciser aussi, tu avais expliqué donc le H3 qui est pré-synaptique, tu Oui. vois, Oui. et puis en post-synaptique, à ce moment-là, on a le H1 et le H2. Mais il y a une voie, j'ai pas insisté, ça allait perturber tous les autres. Il y a une voie du cerveau qui a un T3, qui a un H3 postsynaptique. Hein. Oui, Oui. oui, J'ai pas voulu insister parce que ça, oui, il y a un H3 postsynaptique, au fait. Ouais. C'est une autre zone. oui, mais C'est la zone j'ai l'impression que c'est assez, je crois. Oui. ouais, Il y a, c'est assez rare comme, mhm. en tout cas, comme tu disais, la plupart des H3 sont plutôt Après. Mhm. pré-synaptique, ce qui fait que le système étant bien organisé, donc quand tu produis de l'histamine, bah, tu as les effets à travers H1, H2, Mhm. H3, H4 un peu plus rarement, et Microglie, plus microglie. voilà, de l'autre côté, donc en post-synaptique, et en pré-synaptique, tu as le H3 qui H3. modère, tu vois, un Ça petit va. peu C'est ça. l'effet de H3. Ouais. Donc c'est intéressant. Et puis peut-être dernière précision par rapport à ce que tu disais sur le Bacopa, parce que tu avais insisté sur le Oui, Bacopa. Macoba, Tu vois, oui. le Bacopa Moneri, tu as dedans des principes actifs là qu'on appelle les bacosides. Oui. Et là, en fait, tu sais pourquoi ça fonctionne autant. Ces bacosides sont des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Ça crée, En tu tout vois, cas, je te ça dis que augmente j'ai eu un bon fortement effet. l'acétylcholine. Ouais. J'ai eu un Donc, bon effet. Je me suis dit, mais je ne savais plus ce que j'avais fait, que je s'étais contente. J'ai un peu recherché dans tout ce que j'ai fait, Bacoba. Et je me dis, en tout cas, ouais, cette molécule m'a aidé. Vraiment, j'avais ouais. vraiment senti les bienfaits au niveau de la reprise, mais j'avais pas encore tous les éléments. Mais en tout cas, oui, il m'a aidé. Il pourra aider certaines personnes, mais en tout cas, il m'a apporté beaucoup. Hein. Ouais, si. Par rapport C'est ce au qu'il y a de mieux, H3, je crois, hein, pour oui, moi, je pense l'histamine. que oui. Oui, oui, oui. Oui, pour l'acétylcholine, oui. Oui, voilà, je crois que c'est vraiment, je trouve que c'était bien. C'était un choix, je sais pas pourquoi je l'ai choisi, mais en tout cas, il m'a aidé. Hmm, C'est vrai. Et je pense que oui. c'était un bacoba caféine un peu, il y avait un peu de caféine, pas beaucoup. Ah, du guarana, oui. Et Hmm, oui, c'était un peu comme ça, un mélange comme ça, mais il y avait beaucoup de bacoba dedans. C'était important. Par rapport au H3, hmm, ce qui peut aider aussi les autres, c'était l'ORL. Donc, en fait, je vais pas parler de l'ORL parce que c'était vraiment le cerveau, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand il y a trop d'histamine et les gens qui mangent trop d'histamine, qui ont trop de stress et qui mangent des aliments riches en histamine, ce qu'on voit, c'est que quand ça va toucher le H3, on a des vertiges. oui, Et donc, moi, j'ai des personnes, ils ont des vertiges, mais vraiment ORL, avec des vomissements, diarrhée. ouais, Tu ok. vois, et donc ça vraiment. Et alors le bêta-sec, pour certains, ça peut aider Hmm, aussi au niveau du cerveau, hein, ça peut aider. Donc j'ai pas mis, parce que j'ai pas voulu insister, le bêta-sec, c'est une molécule en pharmacie qui a un hmm. effet inhibiteur de H3. Voilà. Ah oui, le Donc, et puis, bêta-5 est oui, le inhibiteur bêta-5, c'est un H3. Ah, inhibiteur. d'accord. Oui, oui, voilà. C'est un inhibiteur de H3. Et donc, il peut avoir un effet, mais il faut savoir que c'est un agoniste H1. Donc, comme c'est un Ouais, ok. agoniste H1, tu auras des soucis de peau. Donc, j'ai un cas où Ouais. l'ORL lui a donné le bêta-sec, parce que j'ai vraiment objectivé, et il a eu une réaction au niveau de la peau. Hmm, hmm. Mais le type a dit non, non, c'est pas vrai. Mais non, si, c'est un agoniste histaminergique. Il est connu pour être agoniste histaminergique. Et donc, Ouais, et le H1 donc, est touché. Et donc, il est agoniste H1. Et ouais. donc, on peut avoir des éruptions au niveau de la peau. Mais par contre, les vertiges, ça fait du bien. Donc, Exactement, au c'est niveau intéressant. central, oui. Oui, oui. Ouais, Donc, ça fait du bien au niveau des vertiges, mais ça crée des réactions cutanées. ouais, Tu vois, donc là, c'était vraiment, donc c'est de dire que peut-être certains vont prendre un anti-H1, donc un antihistamine de type 1, et puis hmm, prendre à côté du bêta-sec, ça peut aider pour ceux qui ont des vertiges ORL et qui ont des soucis, ou de l'autre côté au niveau cérébral. Mais il y a des études où ils ont utilisé le bêta-sec pour le côté cérébral. Parce hmm, que le pitolisant est cher, hein, il est cher le pitolisant, c'est quand ouais, même 400 € la molécule, je pense, je ne me trompe pas, c'est dans ces zones-là, donc c'est pas remboursé. Ouais. ouais. Donc ça reste encore très cher. Ouais, ouais, ouais. C'est Donc voilà, donc intéressant cet effet sur le vertige et le bêta-cercle, je savais pas. Donc là, tu Mhm. m'apprends quelque chose. Ouais. Le bêta-sec, Ouais, c'est vraiment, j'ai fait 20 ans d'urgence presque, hein. Donc on utilisait beaucoup le bêta-sec pour ça, pour son côté récepteur H3 en fait. Ouais. ouais, Donc, et en fait, je me dis, mais
Et moi, au début, je pensais qu'il était postsynaptique. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je voyais pas le lien ORL. Donc, j'ai dû vraiment chercher pour comprendre pourquoi on donne de l'histamine et que je comprenais pas. Il est agoniste histaminergique. Mais en fait, c'est parce que il a un effet sur le récepteur H3. Il inhibe. Et donc, en inhibant, tu as plus d'histamine. Et voilà. Donc, c'est important. Le bêta-sec, voilà, pour ceux qui ont la possibilité, des thérapeutes, des médecins, pardon, voilà, pour pouvoir essayer. Il a un effet histaminergique. Donc, attention, peut-être prendre un antihistaminique. L'autre côté aussi de faire attention, comme j'ai dit, c'est par rapport à l'acétylcholine. Parce que comme l'histamine, par le H3 baisse l'acétylcholine, le fait de prendre les antihistaminiques, il faut faire attention. Ouais, parce qu'il y a des effets anticholinergiques sur quelqu'un qui a des problèmes avec la choline qui est basse, l'acétylcholine basse. Donc, ça pose des soucis. Ouais. Oui, exactement. Donc, et puis, l'effet anticholinergique va, comme on a dit tout à l'heure, va se situer au niveau de l'hippocampe et puis aussi au niveau périphérique également, avec les muscles. Tu sais, la jonction neuromusculaire, la plaque motrice, c'est que de l'acétylcholine, c'est que des synapses acétylcholinergiques. Donc, oui, ça peut créer à la fois des troubles de l'apprentissage, de la mémoire et aussi de la fatigue, de l'hypotonie et tout ça. Oui. La neuroinflammation, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'obésité, la baisse de l'acétylcholine, la sérotonine. Donc, on a une patiente vraiment, je l'ai vue évoluer, donc c'est difficile. Elle est en France, mais on voit vraiment bien que c'est cette neuroprotection là, avec tous les trucs. Tu te rends compte au niveau psychiatrique, tu vas donner autant de médicaments pour juste le H3 qui a été touché. Oui, exactement, oui. Oui, c'est pour ça que je te disais, c'est complexe comme récepteur à appréhender, parce qu'il a des effets, il y a des effets un peu divers, oui. Et t'as aussi je te disais, t'as aussi des mutations sur le récepteur H3. Oui, voilà, on a parlé des mutations. Exactement, et c'est des mutations, notamment une. Alors, il n'y a pas beaucoup de publications là-dessus. Par contre, c'est référencé. Quand tu regardes dans des bases de données telles que DBSNP, c'est une base de données du National Institute of Health, là on trouve PubMed et voilà, et différentes bases de données. Quand tu regardes il y a 2 mutations. Donc, de mutation, c'est SNP, hein, c'est polymorphisme d'un seul nucléotide. T'en as une qui est notamment très intéressante où tu as une étude d'association avec crise cardiaque, insuffisance cardiaque chronique, tu vois. Et là, c'est fréquent, c'est très fréquent même. C'est en fonction. Alors, quand tu prends un peu une moyenne en fonction des différentes ethnies, c'est autour de 30%. L'allèle de risque, c'est autour de 30%. C'est-à-dire que dans les mutations hétérozygotes où tu as un gène qui fonctionne, un autre gène qui est muté, c'est inclus dedans, dans les 30%. Et aussi là où tu as homozygote, où les 2 gènes sont mutés, tu as aussi, on veut dire 10%, 20% à peu près. Donc c'est une trentaine de... Ok. C'est extrêmement fréquent. Et puis, bon, il y a une autre mutation qui est un peu moins fréquente, autour de 10%, mais apparemment celle-ci est moins intéressante parce que tu regardes, il y a 2-3 études là qui mentionnent qu'il n'y a pas d'association. Ils ont testé avec cancer du sein, avec d'autres pathologies. Il n'y a pas d'association parce que comme ça, tu peux trouver des SNP, des polymorphismes qui sont, comment on dit, sans signification clinique. Oui, ça modifie pas trop la fonction. Mais il y a quand même cette mutation-là sur laquelle on trouve pas beaucoup de données, mais qui paraît quand même intéressante à voir, à explorer. Okay. Ouais. Après le problème peut-être du H3, à mon avis, c'est de ne pas le détacher, tu vois, tout seul comme ça, de le voir de manière isolée. Parce que tu as parlé de HDC, HNMT, tout ça, tu vois. Bah, ça dépend, le fonctionnement H3, ça dépend de la quantité de HMMT aussi. Oui, de HNMT qui dégrade, de la HDC qui produit. Voilà. Et dans l'autre sens, ça c'est l'autorécepteur et l'hétérorécepteur, la fonction hétérorécepteur, bah, c'est pareil. Ça dépend des enzymes qui produisent le neurotransmetteur, des enzymes qui le dégradent. Tu vois, sérotonine, acétylcholine, tout ça. C'est pour ça qu'on a... Voilà. Quand on voit des différents comportements, les comportements sont très différents parce que les gens ne comprennent pas que on aura des cas différents à chaque fois parce que tout dépend de comment tu es au niveau de chaque type de neurotransmetteur. Parce que c'est compliqué, oui.
Ouais. Et donc là, on peut rajouter, si tu veux, parce que habituellement, du moins médecine fonctionnelle, micronutrition, on parle des neurotransmetteurs. On dit voilà, quand on a un déficit en dopamine, ben ça peut se manifester comme ceci, comme cela, des motivations, laisser aller, fatigue, etc. Tout ça, tu vois. Sérotonine, ben pareil, il y a des symptômes, etc. Éviter tout ça, ouais. Voilà, et donc là, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit d'un facteur qui permet d'avoir ou qui conduit à avoir des déficits de ces neurotransmetteurs. En tout cas, c'est un des facteurs qui me paraissent très importants aux côtés d'autres facteurs, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vue globale toujours de la situation pour aller vraiment faire le tri, pour voir toutes les zones que tu dois travailler. Et il y a un élément, quand on parle de ça maintenant, ce sont des personnes qui ont cette hypoxie, si tu veux. Parce que, en fait, quand tu as de l'hypoxie, tu as beaucoup de lactate. Oui. Et le lactate favorise l'assimilation de H3. Et le lactate favorise l'assimilation du NMDA. Tu vois, donc, tu peux avoir ces deux récepteurs qui sont touchés en même temps, tu vois. Et donc, ça va encore poser des soucis. Et donc, dans l'hypoxie, en plus, beaucoup de personnes, pendant les Covid, ils sont en hypoxie tout le temps. Donc, ils auront trop de lactate. Et donc, là, il faut du magnésium, tu vois. Donc, il faut du magnésium, du malate de magnésium qui diminue l'acidité, par exemple, et peut-être le malate threonate, même le glycinate de magnésium, si les gens tolèrent, tu vois. Donc, pour pouvoir aider à relaxer, à diminuer l'acide lactique, qui aura un effet vraiment au niveau du cerveau avec le lactate, parce que là, ils vont avoir ce problème de neurotoxicité lié à la présence du lactate au niveau cérébral. Alors, c'est ça, on l'oublie, que le cerveau, comme je t'ai dit, il travaille comme les autres cellules. Il a besoin, il va produire du H2O2, il va produire du lactate, il va produire toutes ces substances qui vont perturber aussi l'équilibre au niveau des récepteurs. Ouais. Ouais. Et donc, tout ce qui va, à ce moment-là, dégrader la fonction mitochondriale, va aider à produire plus de lactate parce que ça fermente plus dans le cytoplasme. C'est intéressant. Donc là, on peut faire des liens avec ce que font notamment les statines, en bloquant tu vois, en dégradant la santé des mitochondries. Là, ça se manifeste par des douleurs musculaires et articulaires. Les gens se plaignent de ça. N'est-ce pas? Tension musculaire. Voilà, mais ailleurs ça se manifeste pas, ou du moins pas immédiatement. Donc c'est intéressant là, le lactate qui va stimuler le H3. NMDA et le H3. Et NMDA, oui. C'est intéressant. Je fais en fait des parallèles. Ce que tu me parles de lactate, c'est quelque chose que moi j'ai étudié il y a quand même plusieurs années auparavant. En physiologie de l'exercice, c'est le truc qu'on étudie le plus, le lactate, justement. Ah, tout à fait, Ouais, et justement, on n'avait pas posé le débat de cette façon, parce que, bon, à l'époque, quand je dis à l'époque, il y a encore le même débat autour du lactate. Est-ce que c'est un déchet métabolique? Est-ce que non, c'est plutôt une molécule non, mais il a sa place, Oui, il a sa place, mais en excès, c'est pas bon. Et on voit depuis 4 ans, avec ce qui s'est passé, qu'il y a un problème. Il y a beaucoup d'hypoxie et beaucoup sont plutôt couchés, ils savent plus rien faire, tu vois. Ils sont debout à l'effort, ils ont des soucis. Donc, il y a vraiment beaucoup de cette toxicité. Donc, il y a l'hypoxie, tu vois. Donc, ils produisent beaucoup d'acide lactique et donc, ils ne peuvent pas avancer. Ils vont vite des crampes, ils vont vite arrêter. Et donc, il y a ce côté-là et en plus, l'acétylcholine n'est pas bien, tu vois. Donc, tous avec, je pense que le regard du H3 a une place importante aujourd'hui. Donc, il faut regarder le H3, il faut regarder le lactate, il faut baisser l'histamine. C'est un élément qui est important. Il faut baisser l'histamine pour ne pas augmenter le stress oxydatif parce que l'histamine augmente le H2O2, tu vois. Donc, cette voie de H2O2, oui, il faut la baisser. Et même dégrader l'histamine. Et même dans sa dégradation, elle augmente encore, tu vois. Donc, il faut baisser l'histamine absolument. Pour ça que le régime, il y a beaucoup de débats sur le régime, mais moi, je dis, certains m'ont dit oui, il y a une dénutrition, mais je dis l'histamine, c'est d'abord la fraîcheur. C'est d'abord la fraîcheur des aliments. On peut manger franchement du poisson, des trucs si c'est frais, sauf ceux qui sont allergiques. Mais quand c'est frais, il n'y a pas de souci. Quand vous mangez des légumes qui sont pas, il n'y a pas des sulfites dedans ou des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, on peut manger un petit peu de légumes, adapter certains légumes, mais pas des fortes quantités. On voit que les gens vont mieux. Mais le problème, c'est que les gens veulent toujours manger ce qui a déjà été transformé. Il y a déjà une addiction à ce qui est transformé.
Et donc, on a Exactement. du mal à sevrer. Et donc, comme ils ont du mal, ils trouvent qu'ils mangent la même chose. Alors qu'avant, ils mangeaient la même chose, ils disaient rien. Puisqu'ils Hmm. mangeaient la même chose tous les jours. Quand on regarde les courses, on mange la même chose tous les jours. Mais dès qu'on te dit de changer, tu trouves qu'il n'y a pas assez de goût, qu'il n'y a pas assez de trucs, tu vois. Parce qu'au niveau neuro, tu vois, de On dopamine, s'est la habitué. récompense. Voilà. Oui, oui, c'est des Oui, problèmes de dopamine et oui. tout ce qui est. Oui, c'est la sérotonine aussi en rapport avec le Mhm. sucre, tout ça. Mais les habitudes en général, les habitudes alimentaires, habituellement, un nutritionniste, comment il traite les habitudes alimentaires? Il fait des listes, tu vois, il fait des listes Mhm. d'aliments comme si, euh, comme si tout se résumait au fait de faire des listes. Tu vois, il faut manger un peu plus de Ben, ça, il il y a le faut enlever cerveau. Il y a ça, le cerveau. si, Ouais. etc. Mais c'est le cerveau et c'est aussi toute l'interaction psychosociale autour. C'est-à-dire la personne, elle mange comme ça, c'est pas par hasard. Elle mange comme ça parce que ces aliments sont peut-être ceux qui sont les plus disponibles, peut-être que c'est les aliments qui sont mangés par les gens qui sont autour, peut-être que ce sont les aliments qui coûtent moins cher par rapport à d'autres, peut-être, tu vois. Ouais. Et ouais, ça c'est vrai que ça rend, avec un travail sur les habitudes alimentaires que moi j'ai fait depuis très longtemps, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Hein. C'est pas juste Mhm. de dire aux gens il faut pas manger ceci, il faut manger un peu plus de ça. C'est un travail de longue haleine en tout cas. Et comme tu dis, par rapport à la fraîcheur des aliments, les aliments transformés, les additifs, tu as plein d'additifs. Tu regardes, il y a des études là-dessus, tu as plein d'additifs qui augmentent les problèmes liés au H3. Ouais, ouais, ouais. Les additifs, ce qu'on appelle les additifs alimentaires, bon, des excipients. Ça, on n'y pense Qui, même pas, mais oui, ça va, oui, ça ouais, va encore. ouais, ouais. Donc, Ouais. il, Je suis en train de il- regarder les questions, ah parce que oui, je pense qu'on en a, on en a vraiment. d'accord. Et attends, je vais enlever arrêter l'écran. Et donc, il y a un truc qui me dit, je pense que il y a la traduction, le sous-titre qui apparaît, et ça donne n'importe quoi. Ah, C'est écrit, ne vous fiez pas au sous-titre, je vois, c'est bien islami et non islam. ah oui, bon, ça Alors je me tombe. dis attention à cette, je sais pas, il y a des sous, je sais pas comment ça apparaît. Donc s'il y a la transcription qui se fait en même temps, parfois D'accord. ça donne pas bien. Hein. Je vais l'annuler. Si ça apparaît, je vais l'annuler. Ouais, je pense qu'il faut Euh, annuler ça. oui, il faudrait annuler. Alors donc d'ici, Alors, moi, voilà, tu vois. je lis ici, hein. Mhm. C'est ça? Pas assez d'histamine Pas assez d'histamine, impossible de réfléchir. Oui, d'accord. Donc ça, et c'est trop. les commentaires, ok. Et quand c'est trop, tu vois, c'est impatience, aucune patience, énervement, difficile de trouver le bon dosage pour le travail intellectuel. Ouais. Ouais. Ah oui, donc je vais enlever la transcription parce que faut pas regarder la transcription. Ah, il y a une personne. Oh, je connais pas ça. Je sais pas. Oh, c'est un spam, je crois. Ouais, ça se peut parce que. Oh. Ouais. Ok. Alors, la Ritaline. Ah oui, enfin, quand la compte va trop vite, c'est surtout la MAO. Hein. C'est surtout la MAO parce que la Oui, Ritaline inhibe la MAO en fait. C'est surtout la MAO. Mais oui, si on doit augmenter la dopamine, c'est vrai que la Ritaline, c'est l'élément qu'on utilise le plus en médication. oui, Voilà. Mais il faut juste qu'il n'y ait pas trop de dopamine aussi parce qu'il faut trouver le juste exactement, milieu. oui. Ouais. Hmm. Ouais. Et en plus, quand on a compris maintenant qu'il n'y a pas que la dopamine qui a chuté et qu'il y a d'autres qui ont diminué, donc ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre avec les autres neurotransmetteurs. Ouais. Oui, Sinon, il y aura trop de dopamine. Ah oui, le PEA, en tout cas, aujourd'hui, c'est une molécule qui a d'actualité. hmm. Voilà. Neuroinflammation, elle joue vraiment, elle calme les mastocytes. Ça, franchement, c'est une expérience qu'on observe de plus en plus, Hmm. vraiment, le PEA. Voilà. Pour de nombreuses personnes, c'est le Oui, palmitoïl et panolamide. Voilà. oui. Faut faire attention. Parce que Et le non pas le phényléthylamine, phénylamide, l'amphétamine, voilà. là, qui est autre chose encore. Voilà, faites attention, c'est un acide gras, donc c'est voilà, donc il faut C'est un l'achat est stabilisateur des mastocytes puissant. oui. Ouais. Voilà, le pH calme, voilà, donc c'est avec la bossuela. Ce qui est bien avec la bossuela, c'est que la bossuela est un inhibiteur des leucotriènes. Donc ça va Hmm. aider dans l'activation mastocytaire. Vous avez plusieurs productions, vous avez production de plusieurs médiateurs.
Il n'y a pas que l'histamine, hein, c'est parce que j'aime parler d'elle, mais voilà. Donc il y a l'histamine, les leucotriènes, il y a même la sérotonine hein, qui est produite, il y a l'héparine, il y a plusieurs substances. Donc la boswellia va avoir un effet sur les leucotriènes. Et les leucotriènes, vraiment, quand ils sont très élevés, ils aggravent les plaintes d'histamine. Donc si vous avez la boswellia avec du PEA, c'est pas mal. Si franchement la personne tolère, c'est très très bien. Ça peut vraiment être un bon outil. Voilà. Et donc et en cas de SAMA intolérance, c'est vrai, si ça passe à boswellia, je suis très contente pour vous parce que tout dépend de la charge en phénol de la plante. Hein. Donc, mais le PEA est très très bien. Le PEA, il n'y a pas de phénol. Donc comme ça, pour ces personnes, donc ça, il n'y a pas de souci. Et il y a la lutéoline aussi qui est intéressante pour la stabilisation des mastocytes, tu trouves? Oui, mais le problème, c'est les phénols. Pour ceux qui sont intolérants au phénol. Oui, et pour la boswellia, ça doit être titré, ce qui a l'effet, c'est l'acide acétyl-kétoboswellique, l'ACBA. Oui, c'est le principe actif dedans qui donne cet effet. Il y a une marque qui a vraiment mis que ça, qui a que le principe actif. Donc, peut-être celui-là pour les gens qui ont les phénols, pour ne pas prendre le totem de la plante, tu vois. Voilà, c'est des extraits titrés en ACBA, oui. Oui, voilà. Donc, le PEA, c'est intéressant comme acide gras et l'oméga 3. Donc, si vous avez des problèmes de phénol, c'est bien de prendre plutôt l'oméga 3 avec le PEA. C'est intéressant. Voilà, ça permet les oméga 3 inhibent les leucotriènes aussi. Donc, voilà, de façon plus naturelle. Manger des poissons gras frais, si ça passe. Oui. Voilà, c'est le palmitoyl, éthanolamide. Voilà, ça c'est un endocannabinoïde, oui. Voilà. Donc, il y a Dorothée qui nous donne déjà dans la narcolepsie. Donc, voilà, donc, c'est difficile, hein, mais ce sont des médicaments, voilà, le plus souvent, par rapport à un problème de récepteur H3. Mais sinon, je dis, de Pétasec, ça a l'air d'un médicament certaines études montrent qu'on peut l'utiliser pour le cérébral aussi, pas que pour l'ORL. Voilà. Mais sinon, on a le pitolisant qui coûte très cher, pas très, très connu encore. Il y a le modafinil qui a un effet un peu aussi amphétamine. C'est ça le problème. Bon, ce sont des molécules quand même, il faut faire attention. Voilà. Donc, par rapport à la narcolepsie. Voilà. Mais c'est à voir avec son médecin. C'est très important. La B6, oui. Donc, il faut savoir que le HDC, c'est B6 dépendant. Donc, si on a trop de B6, c'est des personnes qui ont trop de B6. Hein. Et donc, à ce moment-là, il faut faire attention aux protéines animales parce qu'on a beaucoup de B6 aussi par cette voie. Donc, il faudra un peu réduire et ne pas en prendre tout le soir parce que vous aurez une hyperactivité. Voilà, au lieu de dormir, vous allez avoir du mal. Donc, la B6 élevée, oui, attention. Voilà, à la HDC. Et la B6 qu'on trouve dans pas mal de produits aussi. Il y a trop. Il faut faire le tri. Hein, oui. Ah, la membrane, une fois que vous allez calmer les mastocytes, au fur et à mesure que vous êtes sur le chemin, je pense que il faut continuer, en fait. Parce que au début, on a du mal à rester au moins 6 mois pour suivre. Les gens ont beaucoup de mal. Après 2 mois, ils ont envie d'arrêter, ils sont pas, voilà. Mais c'est toute une vie, je dis. Donc, 6 mois, c'est toute une vie. Voilà. Je pense qu'il faut prendre le temps de reconstruire, mais voilà, on a des fêtes, on a des anniversaires, on a des ci, on a des ça, il y a toujours une excuse. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué d'être vraiment régulière dans la thérapie, mais pour moi, on peut freiner, réduire, stopper la neuroinflammation et la barrière qui est touchée. Voilà. Mais ça demande beaucoup de travail et une équipe multidisciplinaire voilà, par rapport à ça. Il y a l'intestin, il y a ci. Exactement, oui. Le Bétasec, c'est un médicament, ça vous allez voir avec le médecin, vous aurez un médecin qui vous accompagne, donc je peux pas donner le dosage comme ça, mais oui, ça existe, c'est des molécules de 8 mg, et je pense qu'il y a du 16 aussi, mais tout dépend de la personne qui vous accompagne, qui pourra vous donner le traitement adapté. Oui, le SIBO, il y a beaucoup de débats sur le SIBO, mais comme dans toute maladie, quel est l'œuf qui est la poule, c'est toujours compliqué. Mais il y a une chose que j'ai remarquée et qui va être aussi important pour vous aujourd'hui, c'est que les mastocytes activés, puis ce sont nos senseurs, ce sont nos cellules sentinelles dont je parle, qui sont dans tous les tissus. Voilà, ils produisent des médiateurs qui attaquent le collagène. Ça, il faut savoir ça. Et une fois que le collagène est attaqué, en fait, vous allez détruire le support membranaire parce que la membrane basale qui est dans le support, c'est le support de nos cellules. Nos cellules sont sur des membranes basales. Et donc, plus vous attaquez le collagène, plus vous allez dégrader votre membrane basale. Et donc, vous allez laisser passer des substances qui ne doivent pas passer, en fait. Il y a de la porosité. Donc, on voit beaucoup de laxité des tissus conjonctifs liée à l'activation mastocytaire. Donc, et dégradation du collagène. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment objectiver ça. Il y a beaucoup de plus en plus. C'est pas toujours le sel de génétique, mais ce sont des personnes qui sont en SAMA.
avec production de ces médiateurs et difficulté de reconstruire le collagène. Et là, il faut du zinc, il faut du silicium, il faut de la vitamine A, parce qu'on oublie de dire, la vitamine A, son dérivé actif, permet la fabrication du collagène et la vitamine C. Donc, on en a besoin pour la réparation des tissus. Donc les vitamines, c'est pas une mode, parce qu'on a l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est une mode comme ça. Non, c'est parce qu'il y a un intérêt à améliorer la dégradation de nos tissus. Et on sait bien que, par exemple, un sportif de haut niveau, il va pas prendre les vitamines. Un sportif de haut niveau, c'est pas comme un sédentaire. Quand vous êtes sportif de haut niveau, vous avez besoin de supplémentation parce que vous faites des efforts plus poussés et vous avez plus de stress oxydatif que les autres. Donc, quand vous êtes en neuroinflammation, que vous avez une activation mastocytaire, vous avez aussi beaucoup de substances qui attaquent vos tissus. Donc, il faut réparer les tissus. Donc, nous sommes constamment en train de réparer dans ce problème d'activation mastocytaire. Donc, il faut vraiment avoir une approche holistique, globale et de longue durée. C'est pas juste, je fais ça, tout va bien, au revoir. Mais non, les tissus se dégradent et ça, c'est important. Vous allez voir la peau qui se dégrade, qui devient laxe parce que vous avez continué de dégrader les tissus, l'ostéoporose, tous les éléments, on sait bien dans les traitements mastocytaires, il y a l'ostéoporose. Donc, il faut vraiment prévenir, il faut vraiment aider. On explique souvent les choses dans le sens tu vois, du traitement. On a une maladie, on a une cause, on a un traitement, on donne un traitement, c'est bon, on est guéri. Oui, mais non. En fait, là, il s'agit pas de maladie dans ce sens, mais moi je dis, ce sont des handicaps métaboliques, parfois génétiques. C'est des handicaps, en fait. Il te faut des béquilles. Voilà. Presque toujours, en fait. Oui. Moi, je dis plutôt que, en fait, avant d'arriver à la maladie, il y a de l'inflammation, il y a de l'oxydation et de l'inflammation avec une perte cellulaire. Et selon le nombre de pertes cellulaires, on va tomber malade. C'est-à-dire que tu perds 2/3 de ta cellule, elle peut plus fonctionner, tu vois. Oui, parce que tu n'as pas prévu tout pour régénérer, pour mettre en place. Donc, à partir du moment où tu es dans un processus biologique qui va dans la dégradation de tes tissus, quand tu as une perte de tissu, tu vas tomber malade parce que tu as perdu un nombre de cellules. Donc, si maintenant tu as la capacité de régénérer qui est encore présente et que tu peux gagner encore peut-être 80% de tes cellules, oui, tu vas régénérer, tu vas te sentir bien. Mais par contre, si tu as perdu plus de 50%, il y a un souci parce que c'est du mal à récupérer comme avant. Donc, c'est comme ça que moi je parle de la biologie fonctionnelle, de la médecine fonctionnelle, oui. Et là, ça dépend aussi des mitochondries. Parce que c'est ça vraiment qui donne, tu sais, t'as quelques milliers, enfin c'est 1000 à 2000 plus ou moins mitochondries par cellule en moyenne. Et là, c'est vraiment, dépendant de la qualité de la santé, on va dire, des mitochondries. Et de la capacité à produire de l'énergie. Parce que même, tu as un ADN mitochondrial dans la mitochondrie. C'est un petit ADN circulaire que tu trouves à l'intérieur des mitochondries. Et même les processus ce qu'on appelle les processus de régénération. Tu vois, on a l'apoptose, on a plein de trucs, tu vois, qui viennent ensemble. Les effets, l'accélération du cycle cellulaire, tout ça pour régénérer une cellule ou une partie d'une cellule. En fait, il y a des systèmes d'autorisation, entre guillemets, d'autorisation, de visa, si tu veux, qui passent par la mitochondrie. La mitochondrie donne son aval, tu vois, ça tamponne, et là, le système fonctionne. Et c'est vraiment, tu peux pas imaginer combien c'est dépendant de la mitochondrie de pouvoir réparer un truc, régénérer quelque chose. Tu vois, lancer le système, par exemple, d'apoptose, là, que les NK. Le P53 et tout ce système. Oui. C'est absolument dépendant des mitochondries. C'est les mitochondries qui donnent l'aval. Le tampon. Oui. Et ça passe par l'ADN mitochondrial, et l'ADN mitochondrial, c'est la mère qui le donne. La mère qui donne, ouais. Voilà. Tout à fait. Donc c'est. Non, mais c'est tout un. Ça que je dis, c'est la biologie fonctionnelle. Enfin, je trouve qu'elle est pas mal, la médecine fonctionnelle, la biologie fonctionnelle. Ça nous donne beaucoup d'informations sur le corps humain et de son évolution. C'est vraiment important. Moi, je trouve qu'il ne faut pas laisser dégrader le corps. Quand tu peux le faire, tu le fais. Mais quand tu viens, c'est trop tard. C'est difficile de réparer, de restaurer une fonction qui soit encore à 100%. Voilà, c'est ça surtout. Hypersensibilité histamine, quelle implication dans les troubles alimentaires pédiatriques? Ça, c'est un sujet, Emery, c'est avec Eugénie que je vais travailler, on va parler en décembre. Mais moi, je dirais que l'enfant, quand il démarre dans sa vie, on a les premiers nerfs de l'enfant. Ce sont les nerfs sensoriels.
c'est le 1, le 2, tu vois, c'est tous ces nerfs sensoriels. Tu as le 7, le 7, le 5 pour le goût, le 9, le 10 pour la derrière, pour le goût aussi. Tu as le 12 pour la mastication. Les enfants, on a un souci avec eux. C'est que les enfants, quand ils naissent et qu'ils ne dorment pas, ils ont du mal aussi avec cette neuroinflammation. Ils ont du mal. Parce que tant qu'ils ne dorment pas, ils ont des soucis. Il faut vraiment se dire ça, que les enfants qui ne dorment pas, il faut se poser des questions. Parce qu'ils sont déjà avec un cerveau qui n'est pas encore bien, mais qui dans un état d'excitabilité, voilà, et de pleurs et de trucs. Et on se rend compte que beaucoup, il y a des problèmes avec les problèmes de nuque, là, et parfois les ostéopathes. Il y a des enfants, l'ostéopathe masse un peu et ils dorment. Donc, ça dit que ces enfants-là, déjà, qu'on a pris vite en charge, on voit vraiment qu'ils dorment mieux, ils sont plus calmes, ils sont plus posés, et donc ils vont mieux manger. Mais par contre, si tu ne dors pas, que tu as une neuroinflammation, tu vois, on rentre déjà dans un système, et ces enfants mangent tout le temps. Ils mangent même, mais on voit bien qu'ils sont énervés, ils sont pas bien, et ça pose des soucis. Et puis, tu as ces enfants qui ont des intolérances, qui ont des problèmes de porosité au niveau de l'intestin. Donc, soit ce sont des césariennes, soit, comme je dis, il y a du early life stress. Et ce qu'on a compris à early life stress, c'est que ça créait des porosités de l'intestin, des cellules en général, même des cellules de la peau, toutes les cellules en fait. C'est une perméabilité plus élevée au niveau cellulaire. Et donc ça, il faut vérifier sur early life stress. Ces enfants-là ont du mal, il n'y a pas assez d'enzymes digestives au niveau du grêle, parce que ça ne va pas, c'est tout le temps irrité. Et ils font des tests allergie, il n'y a rien. Ils font des tests alimentaires, des prix de tests, c'est négatif. Parce qu'il y a une porosité. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et ces enfants, moi, je trouve qu'il y a d'abord un early life stress qui est présent. C'est important. Il n'y a souvent pas de fucose. Tu vois, il y a souvent un manque de fucose aussi dès le début. Ils n'ont pas assez d'acide rétinoïque dès le début. Surtout que maintenant, on a tous pas la vitamine A. Or, la vitamine A, c'est important pour la cellule immunitaire de départ. Voilà, donc ça a une place importante chez l'enfant. Voilà, donc on est dans une situation quand même compliquée pour nos enfants aujourd'hui qui ont beaucoup de réactions. Et plus ça a perdu, plus ils ont du mal dans les goûts même. Tu vois, ils ont du mal avec la texture, ils ont du mal avec des aliments parce que ils ont des pertes de sensorialité, ils ont des pertes de goût. Donc il y a des problèmes des enfants par rapport à ça. C'est lié au early life stress et génie. Mais on en parlera lors de notre entretien. Ah oui. Pour l'alimentation et la neuroinflammation, ce qui marche très bien, c'est d'abord les graisses. Donc c'est vraiment d'avoir des aliments. Par exemple, moi, je m'amuse maintenant avec du jaune d'œuf, de faire sans maillot maison, là. Tu vois, du jaune d'œuf avec du colza. Tu vois, il n'y a pas de phénol dans le colza, hein. Voilà. Et puis, tu peux mettre un peu de lait de chanvre pour créer une forme de sauce keto, par exemple, comme ça. Et des petits morceaux de poulet, tu vois, truc. Et ça fait keto. Et c'est bien, c'est sain. Voilà, tu peux mettre un peu de persil, voilà, pour le côté un peu antihistaminique. Et ça, ces enfants, le matin, qui vont manger des œufs à la coque, s'ils sont pas allergiques à l'albumine, mais on peut créer vraiment des repas. Parce que tout ce qui est transformé, ça pose des soucis. Et ils ont besoin de bonne graisse, de butyrate, de ghee. Le ghee, c'est intéressant pour eux. Et le soie, pas de protéines animales. Donc, le soie, c'est plus du riz, de la pomme de terre, tu vois, plus ça calme. En fait, il y a pas de protéines et on voit que sont beaucoup mieux. Et donc, et ces enfants-là, j'ai vu la différence, hein. Il y a une petite, je sais plus si c'est une fille ou garçon, mais c'était un enfant. Donc, vraiment, on a mis pas de protéines animales de soie. On a arrêté des bibis, des machins tout le temps. Et c'était beaucoup mieux. Un enfant doit manger tous les 4 heures, mais pas tous les 2 heures. C'est pas possible. C'est 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures au plus tard, ils prennent le bibi, peut-être encore, pour certains encore au début, ils ont besoin d'un peu, mais après, ils sont censés dormir, mais ils ne dorment pas parce qu'ils sont pas bien. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne dorment pas. Donc, ils ne tolèrent pas beaucoup les soufrés, hein, beaucoup les acides aminés soufrés. Oui, tout à fait. En général, c'est ce qui pose problème dans le TDAH. Alors, tu as ça aussi un peu dans l'autisme. L'autisme, c'est encore pire, mais comme tu dis, c'est le manque de protéines et de graisse, et surtout en début de journée, pas nécessairement uniquement le matin, mais en matinée, et l'excès de sucre et tout ce qui s'apparente au sucre. Tu vois, les substances excitatrices type, tu vois, glutamate, c'est tout ça, mais on doit faire attention. Additifs, tu as des études là-dessus.
Et t'as des études qui sont un peu plus radicales, mais ça c'est sur l'autisme. Ça peut compléter. L'aspartame et tout ça. Oui, ouais. Sur ça, et l'autisme c'est le meilleur régime, en tout cas où tu as des études cliniques intéressantes qui montrent. Alors tu as keto versus sans gluten, sans caséine. Ouais. Sans gluten, la caséine est immunogène, hein. Elle est immunogène. Voilà. Et t'as sans gluten, sans caséine, sans soja, sans additifs, donc naturel. Manger frais, nature. Exactement, versus keto, tu as notamment quelques études cliniques qui comparent les deux. Et apparemment, le sans gluten, sans caséine serait encore plus intéressant. Mais dans l'autisme, TDAH, il y a rien là-dessus. Ça serait encore plus intéressant que le keto qui est naturellement sans gluten. Le keto, on n'a pas les céréales. Non, mais en tout cas, la caséine et le gluten, certains sont agressifs, mais vraiment agressifs. Hein. Et quand tu stoppes ça, ils sont plus calmes. Ils sont vraiment calmes. Et ils sont bien avec les graisses. Ouais, ils sont bien avec les graisses. Quelque chose à signaler sur la barrière intestinale. En fait, ce qui permet l'ouverture des jonctions serrées au niveau de la barrière intestinale, ça le permet aussi au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Ah, ben voilà. Oui. Parce que tu as la zonuline dans l'intestin, tu as la zonuline aussi dans la barrière hémato-encéphalique. Ah, mais celle-là, je n'avais pas, par contre. Oui. Okay. Oui. Pour moi, je me disais que le fait que ça stimule, ça, oui, mais de toute façon, mais finalement, ce sont les cellules, on est d'accord. Oui. Donc, ça veut dire que toutes les cellules du corps, si on regarde bien, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'intestin. Donc, normalement, toutes les cellules qui sont poreuses produisent de la zonuline. Et dans l'urticaire, je ne m'étonnerais pas dans l'urticaire aussi, au niveau de la peau. C'est ça. Ce qui passe par l'intestin passe par d'autres barrières aussi. Non, mais non, que la cellule elle-même, puisque toutes les cellules ont des jonctions. Donc, si la jonction est cassée, voilà. Tout à fait. On n'y pense pas toujours, mais pourtant, voilà. Et le travail a été fait au niveau de l'intestin, donc on est resté bloqué, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, je pense que ce qu'on a fait sur l'intestin, on devait le regarder un petit peu dans tous les autres. En fait, l'intestin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est exactement comme tu dis, comme tous les autres tissus. C'est juste que la seule différence, c'est qu'il est à la frontière de l'organisme, tu vois. Tout à fait, à la muqueuse. D'un côté, c'est à l'intérieur, de l'autre côté, c'est à l'extérieur. C'est juste ça. C'est que c'est une muqueuse. Et donc, à partir du moment où ça passe, ça rentre dans le milieu intérieur. Avec les mêmes mécanismes, ça peut passer dans n'importe quel autre tissu. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on doit tout intégrer. On doit tout intégrer, en fait. Oui, pour l'atelier, normalement, y a-t-il un lien entre, H3 et l'autisme et l'épilepsie? C'est ce qu'on vient de faire, en fait. C'est-à-dire que le récepteur H3, en diminuant le côté hétérorécepteur, va diminuer la dopamine, va diminuer la sérotonine, va diminuer vraiment le glutamate, voilà. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Donc, en diminuant ça, on voit apparaître l'épilepsie, l'autisme. Et donc, on s'est rendu compte que l'histamine protégeait finalement de l'épilepsie, en fait, quelque part. Voilà, parce que ce récepteur H3, quand il diminuait, il y avait plus des problèmes d'autisme et d'épilepsie. Et on voit aussi apparaître ça dans les allergies. C'est-à-dire que dans les réactions allergiques, il y a plus de production d'histamine et on voit apparaître les troubles autistiques. Donc, on se dit, mais en fait, c'est parce que dans l'allergie, il y a aussi une neuroinflammation qui se met en place parce qu'il y a une activation mastocytaire. Donc, tu vois un peu comment les choses, on a des informations qui arrivent comme ça, tu vois. Ouais. C'est complexe. C'est ça. Donc, c'est l'activation mastocytaire qui permet. Ah oui, le PA liposomate, bon, voilà. C'est compliqué de vous répondre ici. Pourquoi? Parce que il y a des allergologues qui ne font pas le lien avec l'autisme, et puis il y a les neurologues qui font pas le lien avec l'autisme, avec l'allergie. Donc c'est compliqué de dire qui va prendre en charge. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a une place des mastocytes histamines dans le TDA. Donc voilà. Donc dans les troubles de l'attention, parce que c'est une neuroinflammation qui est présente. Mais c'est toujours difficile. Voilà. Donc, je ne veux pas dire qu'il fallait qu'en biologie, en médecine fonctionnelle, mais tout médecin qui est intéressé par ça va vous accompagner, en fait. Oui, mais ça, lui, hein. Donc, même moi qui vous parle ici maintenant, il y a des sujets, Amine va me dire, si j'ai pas bien étudié là, je vais oublier. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment un problème qu'on a, on doit chercher. Parfois, même des gens que j'ai pas vus depuis, je peux pas donner son nom, tu vois. C'est après, dès qu'il y a une déclic, et puis, oups, ça revient. Mais il y a du temps pour un effort, aussi. Oui, voilà. Mais bon, voilà, on apprend déjà à gérer le stress, voilà. Des moyens d'augmenter l'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire.
Donc, on a parlé du bacopa. Oui. Le bacopa, c'est tout ce qui est apport en choline aussi, tout ce qui permet l'acétylcholine que tu as cité, la forme là de choline. L'acétylcholine est intéressante au niveau du système nerveux, au niveau de l'hippocampe, mais semble-t-il que les formes type choline bitartrate sont plus intéressantes au niveau périphérique, tu vois, au niveau la choline bitartrate aussi au niveau cérébral, mais en fait, comme l'acétylcholine pénètre beaucoup plus vite la barrière hémato-encéphalique, donc ça a plus d'effet au niveau cérébral. La choline bitartrate en tout cas, il y a une bonne partie qui reste en périphérie. En périphérie, ok. Ce qui permet d'avoir donc une meilleure production d'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire. Mais voilà, l'acétylcholine, oui. Et puis, c'est pas mal de côté krill. Parce que le krill, si tu veux, il a des phospholipides. Il y a des phospholipides et tout. Et puis, un peu plus des oméga 3. Je trouve que c'est pas mal le krill. Pour jouer un peu pour prendre un produit 2 en 1, comme on dit. Très intéressant le krill, effectivement. Oui. Pour les micronutriments, j'ai mis un peu à la fin de la diapositive, vous aurez par rapport aux micronutriments. Mais après, tu vois, il y a tout ce débat qu'on donne beaucoup de vitamines et minéraux aux enfants. Mais moi, je dirais que un corps qui est en excès est différent d'un corps qui est en excès inflammatoire, donc qui consomme plus que les autres. Ça, on oublie de dire que dans l'inflammation, il y a une surconsommation. Et donc, il y a des déficits. Et en plus, dans la malabsorption, tu peux perdre des vitamines parce que ça ne passe pas à l'intestin. Donc, on se retrouve dans une situation compliquée. Donc, il y a une suractivation du système immunitaire, donc il y a une surconsommation. Mais en même temps, il y a une malabsorption. Donc on n'a pas assez. Donc, nos enfants sont dans une situation où, avec la croissance qu'ils ont, qui est plus importante, ils ont besoin de plus de minéraux et de vitamines pour faire face dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Voilà. Donc, il faut des nutriments, des minéraux. Il faut beaucoup minéraliser. Ils ont vraiment besoin. Ils ont besoin de vitamines liposolubles pour les aider aussi par rapport au système immunitaire qui permet de réguler. Et donc, voilà. Donc, il faut prendre au moins 3 à 6 mois pour vraiment bien mettre en place. Et franchement, quand c'est bien fait, petit à petit, commence. Mais on a du mal. Et je vous dis, il faut être aidé. La dysbiose et l'histamine. Oui, pardon. Oui, non, je voulais dire par rapport à compléter ce que tu disais, les enfants ont des besoins si tu prends sur certains micronutriments ou même macronutriments, rapportés au kilogramme de poids. Au kilogramme de poids de corps, ils ont des besoins parfois même très supérieurs à ceux de l'adulte. Juste un enfant normal, tu vois, qui en pleine croissance, ils sont en plein développement. Croissance, développement du système nerveux, tout ça. Et donc, quand tu as un stress métabolique important, inflammation, tout ça, ça surconsomme le pool de tous ces micronutriments. Et c'est ce qu'on n'a pas avec les informations qu'on a sur les micronutriments, les apports en micronutriments journaliers. Ça, c'est pour des gens en bonne santé. Et encore, oui, tout à fait, voilà. Tu sais qu'avec les enfants, on a ce qu'on appelle les apports suffisants. C'est un mot technique pour désigner, t'as les AJR en Belgique, on appelle ça. C'est différent. Au Canada, aux États-Unis, c'est différent. Mais on appelle ça les AJR. Les AJR, c'est pour les adultes et peut-être les adolescents, une partie des enfants. Et puis les enfants les plus petits, on dit apport suffisant. Tu vois, apport suffisant, c'est un mot technique comme les AJR pour dire, en fait, on ne sait pas trop combien. On va estimer un peu par rapport au poids de corps, tu vois, par rapport à, etc. Comme on n'arrive pas à faire beaucoup d'études sur les petits, et on met des chiffres comme ça et on appelle ça apport suffisant. Et c'est pas, en fait, c'est juste, c'est autre chose que suffisant. C'est pas du tout suffisant en réalité. Mais s'ils sont malades, c'est pas pareil. C'est pas du tout. Exactement. Alors, on nous pose la question, la dysbiose et l'histamine, quel rapport? Mais en fait, il faut toujours se dire que le système immunitaire, quand il est activé, il produit de l'histamine. Même les globules blancs activés produisent de l'histamine. Déjà comme ça, simplement. Maintenant, la dysbiose, il faut savoir que les bactéries de notre corps, les germes, souvent, sont des libérateurs d'histamine eux-mêmes. Donc, on peut se retrouver dans une situation où on a des bactéries qui produisent de l'histamine, et puis on a le système immunitaire qui produit aussi de l'histamine. Donc, vous aurez une charge élevée de par le système immunitaire et par les bactéries elles-mêmes, enfin les germes, des pathogènes, voilà. Donc c'est ça qui pose problème par rapport et si la personne mange encore plus d'histamine, donc il aura une charge élevée en histamine. Donc il peut avoir une DAO normale, mais il a une charge élevée en histamine. Donc ce qu'on appelle l'intolérance à l'histamine secondaire parce que c'est trop d'histamine, donc il faut d'abord nettoyer le terrain et la DAO, ça va aller.
Donc, mais on a des patients à côté de ça qui ont des DAO primaires, c'est-à-dire qu'ils ont un problème épigénétique. Voilà, donc on parlera d'intolérance à l'histamine primaire. Donc, dysbiose histamine, oui, ça peut être le germe qui produit, ça peut être le système immunitaire qui réagit et qui produit. Associé à une alimentation encore riche en histamine, ça fait beaucoup. Et tu as aussi la production de polyamine aliphatique sur autre chose, tu vois, ce qui mobilise une partie du pool de DAO et tout ça, et ce qui augmente l'histamine, oui. Ah oui, les anticorps anti-mitochondrie, ouais, ça c'est encore un autre problème, ça. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, plus vous marchez, moi, ce que j'ai compris, plus vous allez augmenter des cellules nouvelles qui sont riches en mitochondries. Qu'est-ce que tu penses? Oui, et alors justement, et alors il y a puisqu'elle parle là des anticorps anti-mitochondrie, ça en fait c'est pas anti-mitochondrie, c'est anti-protéines mitochondriales. Il y a des enzymes, des trucs, des récepteurs, et là j'avais fait une conférence il y a plusieurs mois auparavant sur la protéine spike. Ouais. Et là tu trouves des études qui comparent la structure moléculaire de la protéine spike avec différentes protéines, tu vois, cellulaires, etc. Et dedans, qu'est-ce que tu trouves? La moitié de ces protéines-là, il y a plus d'une centaine, à peu près la moitié, c'est des protéines mitochondriales. En fait, le système immunitaire fabrique, donc à cause de cette protéine spike, il fabrique des anticorps, et ces anticorps-là vont avoir des affinités différentes. Quand on dit affinité, c'est pas blanc ou noir, hein, c'est pas 1, 0, 1. C'est avec des affinités différentes avec des protéines mitochondriales. Et tu as comme ça des réactions auto-immunes qu'on ne sait pas identifier, ce qu'on appelle non conventionnelles, qu'on ne sait pas identifier, où le système immunitaire vient attaquer les mitochondries. Parce qu'en fait, avec ces mêmes anticorps, il est en train d'attaquer l'autre protéine, la spike qui persiste, tout ça. Ouais. Et donc, ce que tu dis est intéressant. Donc, la marche, le sport, mais surtout le sport aérobie, d'intensité, on va dire faible à modérée. Voilà. Là, ça permet effectivement de régénérer les mitochondries. On va dire ce que les mitochondries fonctionnent par fission. Tu vois, ça se brise. Un peu comme une fibre musculaire, tu vois, quand ça contient beaucoup de matériel contractile, ça se déchire, tu vois, et ça forme deux fibres, l'hyperplasie. Et les mitochondries fonctionnent de la même façon, par fission. Et les mitochondries, c'est incroyable, hein. On peut même faire un autre truc là sur les mitochondries, mais c'est juste incroyable. Je te donne 2 chiffres, tu vois, 2 chiffres sur les mitochondries. Peut-être tu les connais, je ne sais pas. La quantité d'ATP journalière produite par l'ensemble des mitochondries d'une personne adulte moyenne. Ah non, ça j'ai pas pris. Dis-moi. C'est en fait par jour, hein, la quantité journalière. C'est le poids de la personne. Tu pèses là combien? 70 kilos? 70. 74 tous les jours. Voilà. Tous les jours, tu produis 74 kilos d'ATP. Tous les jours. Wow. Tu n'augmentes pas de 74 kilos tous les jours parce que ça se régénère, en fait, ça se dégrade, ça se renouvelle, ça se dégrade, ça se renouvelle. 74, c'est ton poids, en fait, plus ou moins, en ATP tous les jours. C'est incroyable, hein. Et c'est vrai que c'est des trucs qu'on ne cherche pas toujours, oui. Oui, mais les mitochondries, c'est extrêmement important. Et le deuxième chiffre, la quantité d'ATP, donc en fait, c'est de l'énergie transformée. On dit, nous, dans le langage vulgarisé, production d'énergie, en fait, on ne produit pas. Premier principe de la thermodynamique, l'énergie ne se crée pas, ne se détruit pas, elle ne fait que se transformer. Se renouvelle, Voilà. Donc, une personne moyenne, adulte, combien elle produit en énergie, entre guillemets, combien elle transforme, on a compris, d'énergie, comparé au soleil. Mais on va prendre le même poids du soleil, tu vois, par exemple, toi, tu es à 74 kilos. On va extraire 74 kilos du soleil. 10 000 fois plus. Je te jure, hein, tu as des études sur ça. Hein. 10 000 fois plus. Donc, c'est incroyable, les mitochondries, c'est vraiment incroyable. Et le fait que ça a un lien avec tout le métabolisme de la cellule et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu devrais t'y pencher là-dessus. Non, c'est vrai que c'est vraiment un truc que j'ai mis pour le côté. Pour terminer mon histamine. Les compléments à base de bacoba pour l'Alzheimer. Pourquoi pas, oui.
Non, non, c'est vrai. Je vous dis, ce sont des réflexions que j'ai par rapport au passé, comment ça a été pour moi. J'ai utilisé le Bacopa, c'est vrai. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, il faudrait voir, alors Bacopa peut-être du point de vue Alzheimer du point de vue préventif, mais du point de vue parce que Alzheimer c'est pas juste une dégénérescence de l'hippocampe, c'est une dégénérescence généralisée. Peut-être au niveau préventif ça peut aider. Le PEA pour le Alzheimer, le PEA, la lutéoline, la pigénine, ceux-là sont encore plus intéressants. Alors, il faut qu'on ferme. Pouvez-vous développer la zonuline au sein du bébé? Oh là là, ça maintenant, ce sera difficile. Ça, c'est très compliqué. Hein. Ça sera la prochaine. Ouais. Mais normalement, vous avez le site pour les rendez-vous. Hein. Ça, je parle pas ici. Donc, voilà. Ouais. Les acouphènes, oui, il y a des oreilles. Il y a une inflammation. Il y a un problème au niveau de l'oreille. Ouais, ça, c'est... il faut y penser. Ouais, les nerfs, le nerf 8, les nerfs sont sensibles et donc la fonction de l'oreille est très compliquée. Donc là, il y a un souci d'oxygénation, il y a tout ça qu'il faut voir. BMR pour augmenter les mitochondries, oui, ça fait partie aussi de l'aide par rapport à la mitochondrie, le BMR. Oui. Stratégie anti-spike, on va pas revenir dessus, il est déjà 22 heures, on a quand même fait 2 heures, donc ça demande beaucoup de temps pour les réponses, il faut pas qu'on batte voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. J'espère que tu as aimé, que tu as apprécié ce moment avec moi et les autres et tout le monde. Merci beaucoup. Ça a été un très grand plaisir. Bon, comme d'habitude, j'ai appris des choses. Donc, c'était intéressant. Très intéressant. Ouais. Merci. En tout cas, merci pour l'invitation. Vraiment, merci d'être venu. Ouais. Et on s'appellera. OK. Et en tout cas, tu es le bienvenu. Hein. Quand tu as envie d'un sujet qui te passionne, n'hésite pas. On peut partager avec toi. Merci en tout cas. Merci. Merci à tout le monde. Donc, la fois prochaine, c'est avec Rosanie pour la psychothérapie et l'autisme, enfin, le neuropsychique. Et vous aurez en même temps le congrès, donc n'oubliez pas. Et la semaine prochaine, on a un atelier sur la glycémie. Parce que l'histamine, il y a des problèmes de glycémie. Donc voilà, donc on a beaucoup de problèmes de glycémie, d'hypoglycémie. Ouais, de plus en plus, surtout en soirée, beaucoup de dossiers d'hypoglycémie. Donc, on va essayer de discuter ça en petits groupes, en petits comités. Voilà. Donc, bienvenue à ceux qui veulent participer à des groupes d'ateliers. Il y a le live qui sera gratuit et les ateliers seront en petit comité pour pouvoir discuter. Donc, voilà. Mais vous êtes les bienvenus. Voilà. Au revoir. Salut. Merci, au revoir. Salut.